La nature, c'est un bien grand mot déjà. La nature, c'est un équilibre. De par le fait que c'est un équilibre, c'est un ensemble, elle se compense tout simplement. La nature, c'est la vie en fait, tout bêtement. La nature, c'est forcément une représentation, c'est une idée, c'est quelque chose qui surgit de notre histoire, de nos expériences. La nature est très bien faite, elle est pleine de ressources, de créativité. La nature, elle est fragile parce qu'on ne lui fait pas confiance. On essaye de la magnifier, de la montrer, de la mettre en valeur. Et en même temps, on est tout le temps en train de la maîtriser. Il y a un lien qui se perd. Je pense qu'on est de moins en moins au contact de la nature, qu'on sait de moins en moins interpréter certains signes. La nature, pour moi, c'est de l'observation et de là s'adapter, nous. C'est à nous de nous adapter à la nature et pas l'inverse. La nature, elle aimerait bien se venger, mais l'homme détruit tout de toute manière. Je ne sais pas si la nature se venge, mais ce qu'elle nous dit, c'est respectez-moi parce que je souffre horriblement. La nature, de toute façon, elle se maîtrise d'elle-même. Elle ne peut pas se venger. Elle ne fait que compenser les déséquilibres causés par l'humain. Ce rapport un peu ambivalent qu'a l'être humain à la nature, qui est la nature nourricière, il en est issu, et c'est la nature qui va le nourrir, qui va le faire vivre, mais en même temps, cette nature le dépasse complètement, le domine, et donc on peut en avoir peur. L'écologie, ça coûte cher, mais c'est indispensable. Il y a des rapports qui disent qu'on arrive dans l'ère des pandémies justement à cause de la question écologique. La question écologique, ça veut dire quoi? Ça veut dire, est-ce qu'on sauve l'homme ou est-ce qu'on sauve la planète? Moi, je pense que dans l'absolu, la planète, elle se sauvera. Je suis pas pour l'écologie quand il y a des grèves, des manifestations, qu'on casse tout. C'est plus de l'écologie, c'est de l'extrémisme. J'essaye de m'engager de plus en plus dans des actions puisque pour moi, c'est le seul moyen aujourd'hui de mettre la pression et de plus croire en les politiques. Moi je suis pas du tout politique machin, mais eux ils rentrent dans aucun truc de leur truc de leur je sais pas quoi, comme 26, je sais pas quoi, ils en ont rien à foutre. Non, je pense pas que ça se passe au niveau politique, au niveau du gouvernement. Je pense qu'il y a effectivement des gens qui ont des actions ou qui testent des choses. L'éco-anxiété aujourd'hui, ça touche de plus en plus de monde. Plus on est averti de ce qui est en train de se passer, plus c'est angoissant. Je suis une très jeune grand-mère et je suis extrêmement angoissée de ce qu'on laisse à nos enfants et petits-enfants. Les générations futures vont devoir payer vraiment cher les erreurs de l'exploitation. Les générations présentes doivent toujours un peu, critiquer les générations passées parce que ce qu'elles vivent actuellement, c'est les conséquences des générations passées. Ma plus grande peur, c'est papa, pourquoi vous n'avez pas plus agi en fait? Comment ça se fait que les choses n'ont pas été plus vite? J'ai plein de potes et moi aussi d'ailleurs, qui se voient même pas avoir un enfant ou un truc comme ça pour avoir peur de l'avenir. On devrait plutôt chercher avant tout à revoir notre manière de consommer pour être plus vert entre guillemets, que se dire ok je fais pas d'enfants. Nous on travaille dans le commerce alimentaire et on a des quantités d'emballage mais qui sont phénoménales. Ça remonte à il y a 200 ans où on a beaucoup consommé et on n'a pas cherché forcément à se poser la question de l'environnement. On a voulu faire de la productivité en détruisant certaines choses pour contrôler. Moi ça me fait doucement rire, l'année dernière avec le confinement c'est « Oh tiens, et on a redécouvert qu'il y avait des agriculteurs en France, mangeons local, mangeons frais, mangeons sain ». Et cette année, ils nous ont oubliés, là, plus personne mange, c'est fini. On retourne au McDo, on retourne aux saladettes toutes faites, il se passe quoi? La pêche sous-marine, c'est certainement une des façons les plus intelligentes de consommer le poisson parce que on a l'opportunité d'observer le milieu, d'apprendre à le connaître et de choisir le poisson qu'on va prélever. Moi je vis avec des animaux, je les adore, je peux pas manger du cochon maintenant, je les respecte trop, c'est la vie quoi, je peux pas bouffer mes copains. Si tu manges la viande qui est plutôt locale et qui n'est pas produite à une échelle extrême pour chercher à faire un profit, ça ne pollue pas non plus tant que ça. Je crois que le monde agricole s'est parfois éloigné de la nature parce qu'il est soumis à des contraintes techniques énormes et de rentabilité. On est en agriculture raisonnée, attention, on est en raisonné.
mais dans la mesure où on essaye de faire notre maximum pour mettre le moins en moins de traitements, et puis de toute manière, ils nous suppriment tous les ans, ils nous en suppriment, donc de toute façon, passe un moment, les traitements, on n'en aura plus. Il y avait des importations des Panamax de surtout de soja qui arrivaient du Brésil avec des teneurs en OGM à 65% pour nourrir le bétail breton, alors que les agriculteurs bretons n'ont pas le droit de faire d'OGM. Pourquoi à 2000 km ils ont le droit de mettre des produits que nous, ça fait 5 ans qu'on n'a plus le droit de mettre? L'histoire du réchauffement climatique, je sais pas quoi. Rien à dire puisque tout le monde s'en fout. Moi, ça fait 25 ans que, par exemple, je prends la température de la Méditerranée et je m'aperçois qu'elle augmente. On a de plus en plus de mal à anticiper les aléas climatiques. Malheureusement, ces dernières années, on a constaté une diminution énorme du nombre de poissons. Quand on apprend que 68% des animaux sauvages vertébrés en 50 ans dans le monde ont disparu, que 30% de la population des oiseaux en France a disparu. Il y a des espèces qui sont en état d'urgence, il y a beaucoup d'espèces de requins qui sont en voie d'extinction par exemple. Pour 90%, on les a exterminés, c'est-à-dire qu'il reste à peu près 10% des requins dans les océans. On a des oiseaux qui viennent d'endroits un peu plus chauds, c'est-à-dire qu'on ne voyait pas en Île-de-France et qu'on voit beaucoup plus maintenant. Le circuit naturel de production de la plante, eh ben, il ne sait plus où il en est. On a encore le temps de pouvoir limiter voilà, le réchauffement climatique et de pouvoir sauver ce qu'il y a de beau ici. S'il n'y a pas un moment quelque chose qui se fait au niveau de la société, ça aura très peu d'impact, c'est ça le problème. Je ne crois pas au collectif et à l'individu. Moi je pense plus que c'est l'individu qui va, par ses actions, qui va mettre un collectif. Pierre Rabhi dit moi seul je ne peux pas changer le monde, mais si chacun y met un petit peu du sien, c'est comme ça qu'on va y arriver. On aura bien du mal à protéger quelque organisme que ce soit si on ne le comprend pas, si on ne comprend pas les signes. On peut faire soi-même des petits gestes, essayer de faire attention aux ampoules qu'on utilise, les piles qu'on utilise, le frigo, de la façon dont on le remplit, gâcher le moins possible. C'est pas des tout petits trucs qui vont changer quoi que ce soit, il n'y a qu'à regarder les trucs à la télé, la Chine, les États-Unis. Il faut trouver aussi le juste milieu pour pas qu'on ait un cadre de vie où les individus soient totalement restreints. Parce que aussi, ce qui pollue le plus pour le moment, c'est l'industrie. Certes, il y a une urgence, il faut actionner, quoi. C'est de l'action qu'il faut. C'est plus du tout des paroles, c'est de l'action. L'observation, elle est faite depuis longtemps. La philosophie du souffle qui est développée par Emmanuel Cochilla, avec une phrase qui m'avait marqué qui disait notre vie commence par un premier souffle et se termine par un dernier souffle. Vivre, c'est respirer et embrasser son propre souffle, toute la matière du monde. Et puis voilà, sinon la nature, c'est la nature. Hein. Papa dans maman. D'abord, un grand merci à Gary Gillet et son assistant Florian pour ce petit film dont vous voyez que s'il était commenté intervention par intervention, en fait, ça résumerait notre soirée et on n'aurait pas à parler. Merci à tous donc pour votre fidélité. Ce soir, on va parler d'une question renouée avec la nature, avec un point d'interrogation énorme. Et donc, on va tenter de parler avec mes invités, que je vous présente tout de suite, comme ça, ce sera fait et on aura pu y revenir. Donc, à ma droite extrême, Christian Godin, donc, qui est agrégé de philosophie, docteur en lettres, professeur émérite donc, de philosophie à l'université Blaise Pascal de Clermont-Ferrand, et aussi rédacteur en chef de la revue Cité. Christian Godin a eu un grand succès dans sa vie, c'était La philosophie pour les nuls, qui a battu des records de vente et qui est un livre extrêmement intéressant de philosophie. Mais il a aussi, à l'autre extrémité, rédigé un ensemble extraordinaire qui s'appelle La Totalité, en 6 ou 7 exemplaires, je ne sais plus, Christian, et publié une infinité d'articles et d'ouvrages dont je ne fais ici que mentionner quelques titres qui vous donneront une idée de ses intérêts. Le grand bestiaire de la philosophie, au Cerf, donc Chaplin et ses doubles, essai sur l'identité burlesque, la démoralisation, la morale et la crise, à quoi pensent les philosophes, ces grands concepts qui ont marqué notre monde, le soupir de la créature accablée, la religion aujourd'hui,
La haine de la nature, que nous allons peut-être citer dans la mesure où peut-être cette attaque de la nature par la technique doit peut-être aussi à une sorte de haine. Le pain et les miettes, qui est un livre qui m'avait beaucoup marqué. L'homme, le bien, le mal, des dialogues avec Axel Kahn, dont nous saluons ici la mémoire ce soir. Le racisme, croyances et superstitions, et ainsi de suite. Je ne peux pas tout citer, Christian, parce que sinon on aurait toute la soirée. Grégory Quenet, à ma droite, qui est agrégé d'histoire et membre honoraire de l'Institut universitaire de France. C'est l'un des pionniers de l'histoire environnementale et des humanités environnementales en France. D'ailleurs, depuis 2012, il est le premier et encore le seul professeur en histoire de l'environnement en France, donc à l'université d'abord de Versailles-Saint-Quentin, c'est Saclay. Il a créé les premiers enseignements dans ce domaine à Sciences Po Paris, avec le soutien d'ailleurs de Bruno Latour, puis à l'université de Lausanne et à la Sorbonne à Abu Dhabi. Alors ces approches l'ont amené à collaborer avec à la fois des théoriciens de sciences humaines et de sciences naturelles, à l'intersection, disons, des deux. Il a eu affaire à travailler avec des climatologues, avec des sismologues, et parmi ses œuvres, Versailles, une histoire naturelle. Qu'est-ce que l'histoire environnementale à Champvallon? Les tremblements de terre au XVIIe et XVIIIe siècle, la naissance d'un risque. Et enfin, il a édité en 3 CD, je crois, La pensée écologique, histoire philosophique du rapport de l'homme à la nature, qui nous concerne ce soir particulièrement. Au centre, donc, Caroline Lejeune, qui est diplômée d'un doctorat de sciences politiques donc, et de 2 masters de recherche en sciences politiques à l'université de Lille 2 et en philosophie politique à l'université de Lille 3. Donc elle enseigne la sociologie politique et la théorie politique. Elle a co-dirigé le master développement soutenable de Sciences Po Lille de 2013 à 2016. Et actuellement, elle est première assistante à l'Institut de géographie et de durabilité de la faculté des géosciences et de l'environnement de l'Université de Lausanne. J'ai tout dit dans l'ordre parce que c'est très long. Donc elle est spécialiste de politique de la durabilité forte et il vient de présenter donc l'ouvrage de Françoise Daubonne qui s'appelle « Naissance de l'écoféminisme » dont je vous reparlerai à la fin. Et beaucoup d'articles dont je vous lis les titres parce qu'ils vous donnent une idée de ses intérêts. Les valeurs de la nature en politique, justice sociale et durabilité, la rencontre est-elle possible? Portée politique de l'expérience vécue des injustices écologiques, la justice sociale à l'épreuve de la crise écologique, inégalité environnementale, and so on. Voilà, toutes ces recherches donc, qui nous serviront, donc, qui vont nous éclairer ce soir. Alors la question sur la nature est une question extrêmement complexe, vous le savez, ne serait-ce parce que le mot nature est un mot bizarre. Et j'ai essayé de prendre ce soir deux extrêmes, de commencer vraiment très très loin dans le temps, vers le 5e siècle avant Jésus-Christ, pour arriver à 2021 et pour voir entre les deux comment on a conçu la nature, dont on aura tout à l'heure des éclairages. Je pense que si on fait des recherches, on verra qu'une des premières apparitions du mot nature, en grec, du mot phusis, elle est sous la plume d'Hippocrate. Donc en 460, il est né Hippocrate, donc ça fait loin, 460 avant Jésus-Christ. Et il l'utilise dans un sens extrêmement bizarre. Il appelle nature une force, en latin on dirait vis medicatrix, c'est-à-dire une force médicatrice, une force soignante qui régit le corps et qui aide le corps à se guérir tout seul et qui s'oppose, ou qui est opposé plutôt, qui est contraint par ce qu'Hippocrate appelait une puissance divine, to theio, par laquelle elle est dominée, et cette force peut parfois contraindre ou contrarier ou entraver le travail de la nature, notamment dans certaines maladies que Hippocrate appelle les maladies surnaturelles, qui dépassent un peu la force donc de la nature du corps et qui créent des délires, des hallucinations, ainsi de suite. Vous reconnaissez là peut-être aussi une lointaine origine évidemment de la naturopathie, c'est-à-dire que le corps a la capacité de se soigner lui-même si on laisse faire effectivement la nature, ce qui n'est pas toujours sûr quand même. 25 siècles après,
le mot nature, tout le monde le constate, a pris, ou plutôt c'est le sens écologique qui a pris le dessus. Et qu'aujourd'hui, quand on parle de nature, on entend le milieu, on entend l'environnement, avec lequel l'homme est appelé donc à se réconcilier, ou en tout cas à trouver un nouvel équilibre. Donc la nature n'apparaît plus aujourd'hui comme la source illimitée de ressources qui sont à disposition de l'homme, mais plutôt comme une ex-richesse en voie d'assèchement qui est menacée par l'exploitation sauvage et la dévastation à laquelle l'homme l'a soumise et qui ont abouti à son dérèglement. Autrement dit, la nature est devenue l'objet donc d'une écologie, mais dont on ne peut pas dire, je crois, qu'elle peut être seulement écologique. Oui, le mot écologique, c'est bizarre, donc chacun y voit logos, l'étude, la raison, et éco, oikos, qui à l'origine est le foyer, la maison, ceux qui m'environnent, et le même mot qui a donné donc économie, qui littéralement signifie établir les règles qui régissent effectivement l'oikos, la maison, la maisonnée. Donc aujourd'hui, on ne peut pas donner seulement un sens écologique, parce que, qui serait simplement la protection de la nature, mais doit nécessairement être sociale et politique. Donc une écologie politique, autrement dit, doit tenir compte des coûts humains, éthiques, sociaux, civilisationnels, démographiques, que la dévastation de la nature opérée par les hommes produit par feedback, effectivement, sur les hommes eux-mêmes et surtout sur les générations futures. Entre ces deux extrémités, il y a tous les autres sens de nature. Alors je vous les passe parce que je ne veux pas vous énumérer toute l'histoire de la philosophie, mais elle a tantôt été conçue comme l'ensemble des choses et des êtres qui sont là, autour de nous, et que l'homme n'a pas créé, comme un univers ordonné, comme un ensemble de forces qui est régi par le hasard, comme un cosmos qui est gouverné par une âme du monde, surtout à la Renaissance, avec Bernardin Telesio ou Giordano Bruno. La réalité qui est sujette au devenir, l'ensemble de la réalité sujette au devenir, au changement, et qui est donc le lieu de l'erreur. Ça peut être aussi la création, donc tout simplement la création, qui n'exclurait que Dieu. Dieu serait natura naturans, la nature qui nature, et la création serait la natura naturata, c'est-à-dire la nature créée effectivement par Dieu. Et puis des tas d'autres sens, des fois c'est devenu simplement Dieu, oui, Dieu ou la nature, qu'on trouve chez Spinoza, l'ensemble des phénomènes qui sont soumis aux lois naturelles. Et là, on commence à changer les choses. Je pense à la phrase de Galilée, oui, la nature, c'est un grand livre écrit en caractères mathématiques. Et c'est de là peut-être qu'est né, qu'a prospéré le vers, dans la mesure où il est écrit en caractères mathématiques. L'homme mathématicien peut la comprendre, et de là à dire peut la transformer, peut l'exploiter, il y a quand même un pas facile à franchir. Et puis c'est aussi conçu comme un grand organisme soumis à des forces incessantes qui ne sont pas mathématiques, mais qui, par leur continuelle transformation, créent par exemple la beauté, créent la perfection des choses. Là, vous reconnaissez peut-être une conception plus romantique. Ou alors c'est simplement le règne de la nécessité, qui s'oppose au règne de l'esprit, au règne de la liberté qui serait celui de l'homme. Enfin, c'est la ressource dite infinie que la technique peut exploiter, qu'elle peut maîtriser. Et là, chacun pense effectivement à la prémonition ou à l'avertissement ou au mauvais augure de Descartes, qui nous conseillait d'en être le maître et le possesseur. Donc, vous voyez qu'en 25 siècles, le sens a changé complètement, et aujourd'hui, effectivement, domine celui sur lequel nous allons peut-être réfléchir ce soir, qui est le sens écologique qu'on peut donner au mot nature. Le mot nature en lui-même, je le dis pour ceux qui ne l'auraient pas su encore, il y a le radical gnan en latin qui correspond au radical gen en grec, qui a donné engendré, géniteur. La nature, c'est ce qui est né, ce qui est apparu. Mais si on regarde le radical indo-européen, qui est ba, qui signifie une sorte de clairière, une sorte de... C'est très heideggerien ce que je dis là. D'ailleurs, Heidegger aussi a développé cette idée sur le phos qui existe dans phénomène, qui signifie la lumière.
la lumière. Donc c'est peut-être, oui, au sens propre, presque, j'oserais traduire par venir au jour, apparaître dans la lumière. Et si on va un peu plus loin, c'est l'être qui s'illumine en venant, ou qui en venant crée la lumière, et j'ajoute entre parenthèses, et dissipe les ombres du mythe ou les ombres de la religion. Donc il y a dans cette idée de nature une sorte d'éclosion, de naissance, qui crée quelque chose comme une lumière. C'est ça le sens originel qui s'est dispatché, parfois perdu, dans les sens que je vous ai indiqués. Mais on va voir ça peut-être de plus près avec Christian Godin, qui va nous rappeler aussi comment la philosophie a conçu la nature. Bien, merci. Merci pour cette invitation. Merci à toute l'équipe des rencontres philosophiques de Monaco. Pour répondre à la question de savoir si on peut renouer avec la nature, il faut évidemment partir d'une définition au moins minimale. Et me semble-t-il, la définition la plus claire et en même temps la plus englobante qu'on puisse donner de la nature est d'ordre négatif. C'est-à-dire que la nature peut être définie comme tout ce qui est antérieur au travail humain et ou indépendant de celui-ci. C'est-à-dire que c'est par opposition au travail de l'homme, et le travail commence avec la pensée, avec le geste, avec le comportement, avec l'être de l'homme lui-même d'ailleurs, comme on y fera allusion. Si bien qu'on pourrait dire en termes un peu compliqués, en termes kantiens, que la nature c'est l'origine, puisqu'elle est antérieure, indépendante, et que cette origine, comme elle est a priori, c'est-à-dire en dehors de toute expérience, on peut la définir, la qualifier en termes kantiens de transcendantale. Si bien qu'on pourrait dire la nature, c'est la condition transcendantale de l'existence d'Homo sapiens, c'est-à-dire de l'espèce dont nous faisons tous partie, qui ne s'est pas inventée elle-même, d'où la croyance en une création divine, et qui, de fait, ne doit son caractère naturel qu'à cette origine, comme nous allons le montrer tout de suite. Quand on dit renouer avec la nature, ça présuppose qu'il y a eu lien, puisque renouer veut dire refaire du lien. Ça suppose que quelque chose a été dénoué et que par conséquent, il convient de refaire le nœud qui a été perdu, tranché. Or, rien n'est plus problématique que cette idée de lien entre l'homme et la nature. Je prends tout de suite cet exemple qui montrerait que dès l'apparition d'Homo sapiens, donc de cette espèce dont nous faisons biologiquement partie, puisque les 7 milliards d'hommes qui peuplent la Terre font partie non seulement de la même espèce, mais de la même variété de cette espèce, dès la préhistoire, donc aussi loin qu'on puisse remonter dans les documents, dans les vestiges, posons-nous la question de savoir si l'artiste anonyme des grottes Cosquer, Altamira, Lascaux, enfin dont on sait que ces peintures remontent à 30 000 ans avant notre ère, est-ce que cet artiste qui était au fin fond des entrailles de la Terre, est-ce qu'il vivait dans la nature? Ne vivait-il pas davantage avec ses rêves, avec les images, avec les mythes qui étaient les siens? D'où viennent les bisons d'Altamira? Est-ce qu'ils viennent des bisons réels? Certes, puis la preuve, c'est que nous sommes capables de les reconnaître. Mais une image, quand bien même on peut reconnaître son modèle, ne signifie pas, quoi qu'en dise l'étymologie, ne signifie pas qu'elle imite la nature. Vous savez que c'est un contresens ou une méprise qui a traversé pratiquement toute l'histoire de l'art, toute l'histoire de la culture. Les hommes qu'on a appelés primitifs, pour la raison qu'ils s'étaient censés vivre dans les premiers âges. D'ailleurs, une expression qu'on a reconduite très récemment quand on a créé au Quai Branly un musée qui s'appelle le musée des arts premiers. Donc cette idée de primitif, de premier. En fait, quand on lit la littérature anthropologique, qui est censée nous dire, nous décrire la vie de ces hommes-là,
Et la chose, évidemment, de l'observation vaut également pour les hommes de la préhistoire. Et vous savez que l'analogie a été souvent faite entre les deux. Eh bien, on s'aperçoit en fait que ces hommes des sociétés traditionnelles vivent dans des artefacts de pensée, vivent dans un monde qui n'est pas la nature, qui est un monde, par exemple, ce que les aborigènes d'Australie appellent le monde du rêve. Et quand on songe aux lois, aux règlements très compliqués qui organisent les mariages, les relations de filiation, les règles qui président à l'exercice de la chasse, de l'élevage, de la cueillette, etc., on s'aperçoit que certes, les hommes vivent au milieu des forêts, au milieu des animaux, mais qu'ils vivent davantage dans la technique qu'ils ont créée eux-mêmes de leurs mains et de leur cerveau que des êtres de la nature. D'ailleurs, ces êtres de la nature, les hommes font tout pour les dénaturer, au sens propre du terme, puisqu'en effet, entre l'animal d'élevage domestique que Lacan, le psychanalyste, écrivait par plaisanterie, mais qu'une plaisanterie sérieuse, comme toute plaisanterie, domestique, D'-H-O-2-M-E-S-T-I-Q-E, c'est pour dire en effet que ces animaux-là, un peu comme lorsque nous entrons aujourd'hui dans une jardinerie pour les plantes, ces animaux-là ne sont plus sauvages. La sauvagerie, en fait, est une idée qui est introuvable dans la vie de Homo sapiens. Dès lors, en effet, que vous avez affaire à un être humain, vous avez affaire à un être qui, s'il doit son origine à la nature, ne doit certainement pas sa nature, c'est-à-dire son essence, sa réalité, son être-là, à la nature. On pourrait dire d'ailleurs la même chose de l'individu. Je vous ai cité l'exemple de l'homme préhistorique qui, dans l'obscurité des cavernes, vivait autant dans les mythes que dans les entrailles de la terre. Dès qu'un enfant est né, dès qu'un bébé sort du ventre de sa mère, symboliquement, on fait tout pour l'arracher à cette nature en l'habillant. Et de fait, l'origine, et c'est vrai aussi bien de l'individu que du groupe, du village, ou de la communauté, la culture, la société, cette origine naturelle est tout de suite effacée. Elle est tout de suite forclose, comme si, en effet, il y avait quelque chose enfin à faire. Nulle part, par exemple, nous voyons évoluer des Homo sapiens totalement nus, sans peinture, sans scarification, sans couvre-chef, sans bijoux, etc., etc. La nudité, en fait, on pourrait presque dire que la nudité est une invention d'artiste. C'est-à-dire qu'elle n'existe pas dans la vie sociale des hommes. Ça, c'est quelque chose de fondamental, puisque nous voyons, à l'inverse, qu'aucun animal, évidemment, que tous les animaux se contentent du corps qu'ils ont reçu à la naissance, et que la seule chose qui change, c'est leur développement biologique. Le processus d'effacement de l'origine, donc de la nature, la forclusion de la nature, s'est accompagné depuis surtout quelques siècles avec les révolutions techno-scientifiques qui ont été concomitantes de la grande révolution économique du capitalisme. Ces processus sont allés de pair avec un mouvement de destruction, mais dont on peut percevoir, et on le sait de mieux en mieux, qu'il est en fait très ancien. On a longtemps cru que les sociétés traditionnelles étaient extrêmement respectueuses de leur environnement naturel, jusqu'à ce qu'on s'aperçoive que les habitants de l'île de Pâques se sont littéralement suicidés en supprimant tous les arbres de leur île, et que la civilisation maya s'est effondrée probablement à la suite d'une catastrophe écologique. Je ne parle pas non plus des espèces animales qui ont été chassées jusqu'au dernier exemplaire et qui ont été purement et simplement effacées de la surface du sol. Mais cela dit, avec la modernité, ce qu'on appelle ainsi, et qui a commencé en Europe à la fin du Moyen-Âge, au moment de la Renaissance, ce processus de destruction est allé en s'accélérant pour aboutir en effet à des situations désastreuses que nous sommes aujourd'hui, dont nous sommes aujourd'hui les témoins. Les révolutions industrielles ont accéléré en effet ce processus. C'est cela qui, par réaction, a suscité chez les artistes, chez les poètes,
la réaction romantique. On pense au poète léquiste anglais. C'est pas un hasard, évidemment, si c'est au moment de la révolution industrielle, c'est-à-dire au moment où les villes anglaises devenaient noires, que des poèmes comme Wordsworth chantaient les lacs et les bois. La nature n'existe plus, si tant est qu'elle existait. Elle est une idée, elle est même, on pourrait dire, un fantasme. D'ailleurs, la preuve qu'elle n'existe plus, c'est qu'on ne parle plus que de l'environnement. Et il faut bien songer que ce terme d'environnement, qu'on utilise aujourd'hui sans adjectif pour désigner l'environnement naturel, comme s'il ne s'agissait pas d'un oxymore. Ce terme d'environnement nous vient de l'anglais, alors que c'est un terme d'origine française, et jusque dans les années 70, on peut le constater en lisant la première édition de l'Encyclopædia Universalis, le terme d'environnement, jusque dans les années 70, a signifié en France le strict environnement humain, c'est-à-dire l'environnement familial, l'environnement professionnel, mais il n'y avait pas du tout à cette époque l'usage de ce qu'on appelle aujourd'hui l'environnement, c'est-à-dire l'environnement naturel, qui est une expression, comme je disais, oxymorique, parce qu'il n'y a d'environnement que par rapport à l'être humain, par définition, puisque ça suppose en effet que l'être humain est le centre d'un cercle, d'une périphérie qui l'entoure et qui serait donc la nature. Mais ce n'est plus la nature. Il y a dans le monde aujourd'hui probablement plus de 150 États sur les 200 ou presque 200 représentés à l'ONU. Il y a presque 150 États, 150 gouvernements qui ont un ministère de l'environnement. Nous n'en connaissons aucun, évidemment, qui a un ministère de la nature, et l'expression nous semblerait complètement farfelue. Le sens de la nature, le sens propre que la nature peut susciter chez un poète, chez un promeneur, qui n'est pas un sportif, c'est-à-dire qui n'est pas celui qui prend la nature comme un théâtre ou comme un stade d'opération, comme quelqu'un qui finalement jouit comme Jean-Jacques Rousseau quand il faisait une promenade en barque sur le lac de Saint-Pierre en Suisse. Le sens propre que la nature peut susciter en nous, c'est le sens de l'émerveillement. Et ce sens de l'émerveillement qu'on confond volontiers avec l'admiration est très différent de lui. Pourquoi ? Parce que nous admirons les choses qui ont été créées par l'esprit, par le travail. Nous admirons une cathédrale gothique, nous admirons un produit de la technique. L'émerveillement, c'est être en présence de quelque chose qui n'est pas dû à nous, dont l'homme pourrait très bien être absent. L'émerveillement, c'est celui de la vie à laquelle Robert Maggiori faisait allusion lorsque quelque chose surgit, une lumière, une nouvelle naissance, dont on dit très bien, d'ailleurs merveilleusement dans la langue française courante, qu'un bébé vient au monde. Et que cette venue au monde, en fait, ce sens de la venue au monde, qui est proprement celui qui est à la base de l'émerveillement, il est aujourd'hui de plus en plus rare, ce sens-là. Parce que nous sommes portés, en effet, à admirer les choses qui viennent de l'être humain lui-même, et songeons que les jeunes générations, eh bien, ont vécu toute leur existence dans un milieu technique, et que bien rares sont aujourd'hui les enfants qui sont réellement sensibles à la forêt, à la rivière, à la mousse sur le rocher, etc. Tellement la nature instrumentalisée par le sport, par l'économie, etc., par l'environnement même, et on pourrait dire de façon polémique aujourd'hui par l'écologie. En d'autres termes, ce qui a triomphé sur la scène de l'histoire, c'est la volonté humaine. Et cette volonté ne veut rien d'autre qu'elle-même. Elle a tué Dieu, je fais ici référence à Nietzsche, elle cherche à maîtriser le hasard par le calcul des probabilités entre autres, et elle élimine évidemment la nature. Toutes les fois que cette volonté peut remplacer la nature par un artifice, elle le fait. L'avenir prévisible, c'est quelque chose évidemment sur lequel on pourrait très bien ne pas être d'accord, mais l'avenir le plus plausible selon moi, c'est celui pour lequel les Américains et les Chinois, c'est-à-dire les deux puissances dominantes, penchent le plus, c'est-à-dire la géo-ingénierie. C'est-à-dire que c'est un surcroît de techniques qui, dans leur esprit, dans leur idéologie, pourra éventuellement résoudre les problèmes que la technique a posés elle-même, et que c'est un surcroît de techniques qui pourrait, en quelque sorte, préserver ce qui peut l'être de cette nature détruite. Donc voilà, en gros, ce que je pouvais dire
de façon très panoramique et très polémique aussi sur Très cette polémique question. aussi, d'ailleurs on va y revenir après, parce qu'il y a des tas d'arguments qu'on va pouvoir t'opposer sur... je sais pas, c'est une vision assez curieuse de la nature, parce qu'on peut quand même reconnaître au moins que l'homme, pour construire ce dont il avait besoin, y compris pour s'habiller, pour peindre sur une paroi, a dû quand même tenter de découvrir un certain nombre de secrets qui étaient dans la nature, ne serait-ce que pour cultiver, pour savoir comment le raisin mûrit, comment on fait le fromage. Il a bien été obligé de connaître et de nouer un lien de connaissance avec la nature. Mais on va en reparler tout à l'heure. D'abord, je vais laisser la parole à Grégory. Merci à toute l'équipe des rencontres pour cette invitation dans ce beau lieu et puis nous donner l'occasion de cette discussion autour d'une question qui est bien complexe, hein, parce que le mot, comme l'a dit Robert Maggiori, il est très très polysémique. D'ailleurs, il faut voir que le mot n'a été utilisé que très récemment dans le débat écologique, nature renvoyée plutôt à la substance des choses, etc. Et ce n'est pas un hasard si d'autres mots étaient utilisés. Le mot qui en français, hein, jusque dans les années 1960, était le mot dominant, c'était le mot milieu. Pour ce dont on parle, c'est-à-dire une réalité naturelle. Et quand le mot environnement a surgi, il a été vu comme un mot technocratique venant comme une traduction de l'anglais. Hein. Quand le roi Ladurie publie le premier numéro des Annales en 1974 consacré à histoire et environnement, il commence sur environnement, mais il dit c'est un mot technocrate. La vraie chose, c'est le milieu, c'est ce qui permet d'avoir, c'est ce qui a fondé la géographie et le sens historique de cette compréhension. Alors, la première chose, c'est que d'abord, poser même cette question, peut-on renouer avec la nature, ça suppose prendre acte, effectivement, d'un lien qui s'est défait. Et donc, c'est prendre acte d'un constat d'échec. C'est d'ailleurs le paradoxe du souci de la nature, comme politique. C'est d'ailleurs le paradoxe des mouvements écologistes, c'est-à-dire qu'ils naissent sur la destruction de la nature. Quand il n'y a pas de destruction de la nature, eh bien, il n'y a pas d'écologie au sens politique, c'est le grand paradoxe. Et d'ailleurs, si on regarde les mouvements de protection de la nature tels qu'ils se sont constitués, eh bien, ils sont concomitants de l'industrialisation, de l'urbanisation, de l'appropriation des terres qui appartiennent à d'autres, le fameux concept américain de wilderness, qui désigne la nature sans les hommes. Il a d'abord servi à déposséder les Indiens de leurs terres en construisant cette arme politique incroyable qui consiste à dire qu'il y avait des habitants en Amérique du Nord, mais qui n'avaient pas modifié la nature et qu'il existait toujours des habitants, mais avec une nature intacte et qu'il fallait donc préserver et que cette nature, eh bien, ses premiers habitants n'avaient pas de droit sur elle parce qu'ils ne la travaillaient pas, ils ne la transformaient pas et que dans le sens que construisaient les prédicateurs puritains, eh bien, c'est le travail qui donnait, qui donnait ce droit de propriété. Mais en même temps, eh bien, cette mise à distance, effectivement, a donné naissance, et cette prédation, à un souci de la nature. Par exemple, les premiers congrès de protection de la nature, eh bien, ceux qui en sont l'origine, dans les années 1900, Paris puis Londres, ce sont les chasseurs. Ce sont les chasseurs qui, les premiers, prennent conscience que le gibier est moins nombreux en Afrique, que les grands animaux, les fameux Big Five, eh bien, sont moins importants. Et donc, il y a une première chose à dire, c'est que finalement, c'est prendre acte historiquement de cette mise à distance et que je prendrais dans un sens différent, c'est-à-dire pas la façon dont la culture est un arrachement à la nature, mais dans un sens différent, qui n'est pas d'ailleurs contradictoire, c'est la question de l'objectivation du monde. La nature comme une forme d'objectivation du monde qui conduit à l'idée qu'il existerait une réalité que les hommes n'ont pas créée, qui leur préexiste, qui est indépendante d'elle, et qui est à la fois un outil extraordinaire pour approprier et transformer cette chose, puisque s'il y a quelque chose d'extérieur à nous que nous n'avons pas créé, eh bien cette chose, et qui est un objet, on peut la transformer en une chose inerte, l'approprier, la vendre, la représenter, la marchandiser. Et effectivement, ce qu'on appelle le naturalisme, qui est le propre des sociétés occidentales, Philippe Descola l'a bien montré, eh bien ça a été un outil incroyable de transformation du monde par cette mise à distance, mais cette mise à distance qui est produite par les êtres humains eux-mêmes. Et donc on peut faire un premier travail qui est de repérer historiquement les différents moments et outils de mise à distance.
l'invention de la peinture de paysage au XVe siècle, qui crée eh bien, cette image qui est extérieure à nous, qui est produite pourtant par un œil humain et que l'on peut contempler, admirer, que l'on peut vendre si c'est un tableau. Ensuite, la révolution mécaniste du XVIIe siècle, qui transformant la nature en langage mathématique, permet d'en faire une chose morte que l'on peut découper en petits morceaux. Et d'ailleurs, on voit très bien, par exemple, si on prend les récits de voyageurs, à partir du XVIIe siècle, on voit très bien comment, dans les récits de voyageurs, les chapitres s'organisent selon ce qu'on appellerait des ressources. Un chapitre forêt, un chapitre poisson, un chapitre animaux, ce qui montre bien qu'on découpe en morceaux et que l'on peut s'approprier et se transformer cela. De même que le droit, ce qu'on appelle l'individualisme possessif, qui est l'idée que cette chose inerte eh bien, appartient à des êtres humains qui ont un droit de propriété sur elle, eh bien, il faut d'abord objectiver le monde. Et donc, c'est toute la difficulté. C'est toute la difficulté. D'ailleurs, dans le petit film qu'on avait, on voyait très bien qu'il y avait cette difficulté intrinsèque qui est cette tension entre se penser dans le monde et dans la nature et hors de la nature. Et ça revenait même dans l'usage des pronoms que les gens utilisaient. Il y avait, il y avait cette contradiction. Et ce qui m'amène à un deuxième point, c'est que cette critique du concept de nature, est-ce qu'elle peut nous amener à repenser ce concept-là, à le repenser dans un sens différent, tout en faisant la critique la plus implacable. C'est le projet de l'histoire environnementale. Le projet de l'histoire environnementale, lorsque l'histoire environnementale est née dans les années 1970 aux États-Unis, c'était dans un contexte qui était les luttes contre les guerres du Vietnam et les manifestations pour les droits civiques. Le point commun entre les deux étant la dénonciation des rapports de force, la prise de conscience que l'impérialisme américain était aussi un impérialisme écologique, les destructions écologiques pendant la guerre du Vietnam, et la conviction que c'était le même combat, lutter pour les Afro-Américains, pour les différentes minorités et lutter pour les non-humains. Lutter pour les non-humains, c'est avec une différence en revanche, c'est que lutter pour les non-humains, c'était se faire le porte-parole d'êtres qui ne parlent pas eux-mêmes. Il n'était pas possible de leur redonner une voix. Et donc, dès le départ, il y avait une tension épistémologique qui fait partie aussi du problème. Parce qu'on peut très bien dire que cette question de la nature, ce n'est pas une question simplement d'ontologie, c'est-à-dire de classement des êtres dans le monde, mais c'est aussi un problème épistémologique de compréhension. Est-ce que pour connaître, on n'a pas besoin de séparer ? Lorsque on revient souvent, c'est une idée qu'on entend souvent aujourd'hui, c'est de dire qu'il faudrait remettre en question la séparation entre les sciences de la nature et les sciences de la culture, entre les différentes disciplines. C'est un argument qui est extrêmement intéressant, que je partage, mais dans un certain sens auquel je reviendrai tout à l'heure. Mais néanmoins, si on revient au moment où la séparation s'est faite, lors du débat sur ce qu'on appelle la querelle de l'historicisme en Allemagne, dans les années 1780 et 1880, ceux qui le font ça, des gens comme Dilthey ou Windelband, ils disent pas qu'il y a deux ordres de réalité différents, mais ils disent pour connaître, il faut séparer. Pour connaître, il faut séparer. Et donc, c'est une question épistémologique et pas simplement ontologique. Et donc, eh bien, on peut transformer la manière de connaître. On peut transformer la manière de connaître en recréant tous ces liens qui ont été invisibilisés. Et j'aime beaucoup l'exemple que vous preniez du mot environnement, ce mot traduit de l'anglais. Et si on remonte un petit peu avant, c'est effectivement un mot d'origine médiévale. L'environnement, c'est drôle, ça apparaît donc dans les années 1960 comme une traduction de l'anglais, mais en fait c'est un mot français qui est passé en anglais par les invasions anglo-normandes, qui a été oublié en français et qui est revenu comme une traduction de l'anglais. Mais le mot médiéval est extrêmement intéressant parce que l'environnement, c'est les clôtures qu'il y a autour de la maison. Ce sont les bordures. Et donc, la maison a des bords. La maison a des bords, la maison a des clôtures. Parce que c'est ceux avec les clôtures, les bordures, c'est là où on négocie avec d'autres êtres. On fait de la diplomatie, comme dirait Baptiste Morisot. Et ce qui s'est passé, c'est que ces formes ces bordures, eh bien, avec le temps, elles se sont invisibilisées. Elles ont été soit naturalisées, soit culturalisées. Et comme historien de l'environnement, ce que je fais comme d'autres collègues, eh bien, ça consiste à revenir sur ce moment et faire ressurgir l'ensemble de ces liens. Montrer que, par exemple, croire que
c'est mon livre sur Versailles, que Versailles est un lieu qui donne à voir, comment dire, la nature plus belle parce lorsqu'elle est dominée, transformée par les êtres humains. C'est un contresens absolu. Personne n'a jamais pensé ça lorsque le château était habité. Cela consiste à montrer que ces beaux livres de Bernard Picon sur la Camargue, que la Camargue qui est l'archétype de l'espace naturel à protéger en Méditerranée, il n'y a pas d'exemple plus absolu d'espace, vierge de toute occupation humaine. Eh bien, c'est une création historique qui est due à la présence des hommes, un conflit entre les eaux douces et les eaux salées, entre les industries du sel qui apportaient de l'eau salée dans les années dans la deuxième moitié du 19e siècle, les agriculteurs qui pompaient l'eau du Rhône, et comment à un moment il y a un partage juridique, donc on connaît très bien la décision de justice qui fait ça, qui va faire cet équilibre unique entre eau douce et eau salée qui n'existe pas dans la nature. Et donc cet arrangement. Et là, il y a effectivement un outil qui est extrêmement précieux et qui, encore une fois, porte sur rendre visible ce qui a été invisibilisé. Par exemple, ce qui marche aussi très bien, c'est la part naturelle des villes. C'est quand même tout à fait étonnant qu'à un moment, on en soit arrivé à concevoir les villes comme des lieux purement une substance sociétale, alors même que la nature est partout sous nos yeux. Alors, il y a les friches, il y a les interstices, mais il y a bien plus que ça. La première définition que lorsqu'on étudie les sociétés savantes du XVIIIe siècle, jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, la première définition d'une ville, c'est des sous-sols. C'est ces sous-sols, c'est ces grottes, c'est ces catacombes, ce sont ces carrières, parce que toutes les villes se sont construites sur des carrières en creusant leur sol pour tirer des matériaux. Et voilà quelque chose que l'on a perdu. D'ailleurs, si vous regardez l'actualité des effondrements d'immeubles, si vous regardez très très précisément les controverses et les dossiers qui ont lieu à Paris ou dans d'autres endroits, c'est très souvent parce que dans la représentation, c'est perdu à la fois un savoir et une représentation de la ville avec des sous-sols et des cavités en dessous. Et donc, à un moment, on se met à faire n'importe quoi. Donc, on peut rendre ceci à nouveau visible. On peut rendre, comme l'a fait un collègue, Sanderson, pour Manhattan, avec des documents historiques et une expérience qui est presque de réalité virtuelle, du cinéma. Il a recréé Manhattan quand Hudson arrive et voit cette île qui est peuplée par des Indiens. Il a recréé la part de la nature, il a superposé, mis en parallèle de Manhattan aujourd'hui. Et il montre bien que notre problème, c'est cet effort d'invisibiliser, c'est cet effet d'invisibilisation. Mais néanmoins, il reste quand même cette difficulté principielle, c'est que même si l'on repeuple, même si l'on rend à nouveau visible ce qui a été invisibilisé, eh bien, pour connaître, on continue à séparer. Ce qui conduit à une forme de désespoir et de désespérance, on parle aujourd'hui d'éco-anxiété, c'est-à-dire est-il possible de sortir de cette séparation entre nature et culture? Est-il possible, alors la grande difficulté pour les sociétés occidentales qui ont commencé, qui sont des sociétés naturalistes, eh bien c'est que il n'y a aucun exemple historique d'un passage à une autre organisation. On peut pas devenir, il n'y a aucun exemple historique de passage à une société animiste ou totémiste. Alors, analogiste peut-être. L'Europe a été analogiste jusqu'à la Renaissance. L'analogisme, ça consiste à penser qu'il y a, que tous les êtres sont différents, à la fois intérieurement et physiquement, mais qu'il y a des réseaux de correspondance invisibles que l'on peut déchiffrer. C'est l'origine de ce que vous connaissez sous la forme d'horoscope, qui a été d'abord une science tout à fait officielle, l'astrologie, qui était placée jusqu'à la fin du XVIe siècle à la même hauteur que l'astronomie, et qui déchiffrait ces réseaux de correspondance. Dans ce livre, le premier livre que j'ai écrit sur les tremblements de terre en France au XVIIe et XVIIIe siècle, si on regarde les registres paroissiaux, par exemple les annotations que portent les curés lorsqu'il y a des tremblements de terre ou des catastrophes, eh bien, ils écrivent jusqu'au début du XVIIIe siècle que tel tremblement de terre annonce la mort d'un souverain, annonce des épidémies, des pestes, non pas parce qu'il y aura un lien de causalité, ce n'est pas le tremblement de terre qui va faire mourir le souverain, mais parce qu'il y a des réseaux de correspondance et la nature est un livre à déchiffrer. Ça, c'est quelque chose d'intéressant. Mais néanmoins, il faut bien être conscient que nos institutions, nos manières de posséder, nos manières d'organiser sont construites sur tout à fait autre chose. Donc on peut bien avoir des outils critiques, mais il n'empêche que l'ensemble de nos institutions sont conçues sur des séries de partages et de mise à distance.
Et c'est d'ailleurs toute la difficulté. Et la difficulté est même encore plus grande, c'est que si on regarde l'ensemble des peuples qui occupent la planète aujourd'hui, eh bien tout le monde ou presque est devenu naturaliste. C'est-à-dire que même les peuples qui ont eu d'autres manières d'organiser les choses, d'identifier les choses, de les relier, eh bien, sont rentrés dans un système qui est un système juridique, qui repose sur le droit de propriété, un système de défense qui se repose sur la valeur de la nature, qui est déjà une manière de séparer. Une société première, un peuple amazonien, pour défendre ses droits, il est obligé d'aller devant un tribunal et de dire « ceci m'appartient ». Ce qui est déjà un échec par rapport à leur mode de vie et un changement profond par rapport à tout ce qui le reliait. Eh bien, la voie, et ce sera mon dernier point, c'est que en réalité, je pense que la seule manière de s'en sortir, eh bien, c'est par la question du temps et de l'historicité. Alors pas de l'histoire comme discipline, mais quelque chose de beaucoup plus vaste, et de revenir à ce que vous disiez, c'est-à-dire que la nature a la nature processuelle. À la nature, d'ailleurs c'est les deux sens, la nature naturée et la nature naturante, l'objectivation et la nature comme processus, qui est une question philosophique classique. Le cours de Merleau-Ponty au Collège de France sur la nature est consacré à cette question-là. Mais la prendre dans son sens plein et se rendre compte qu'il y a dès l'objectivation du monde, dès l'appropriation, dès la transformation écologique profonde, il y a cette tension qui est là et qui habite les sociétés. On a parlé du modèle de mathématisation du monde, qui est le modèle mécaniste, transformer la nature en langage mathématique. Eh bien, il y avait au même moment un modèle qui était concurrent et qui était aussi fort, qui était le modèle de l'histoire naturelle. C'est le fameux texte de Goethe sur la métamorphose des plantes, en 1826, dans lequel il lie à des phénomènes qui ne s'expliquent pas en langage mathématique, qui ne s'expliquent pas par des relations mécaniques, par des liens de causalité, parce que ce sont des phénomènes qui procèdent par engendrement. Et l'exemple qu'il prend, il dit, eh bien, la feuille n'est pas contenue en puissance dans la tige. La tige n'est pas contenue en puissance dans la racine. Et cette processualité, elle est donc métamorphose et transformation. C'est d'ailleurs tout un courant qui est extrêmement important, qu'on appelle la morphologie qui a donné naissance à la biologie des images, quelque chose qui a été très important pour Lévi-Strauss, c'est Aby Warburg, c'est tout un courant oublié, mais qui a été extrêmement puissant pour Diderot. Dans les années 1770, Diderot pense que l'histoire naturelle va l'emporter contre le langage mathématique. Et ça n'a pas été le cas. Mon livre sur Versailles, je l'ai intitulé Versailles, histoire naturelle pour cette raison-là. Parce que dans une première version du livre, je m'étais rendu compte que j'avais écrit le livre de la manière suivante, ce qui était le choc écologique. Le roi arrive, Louis XIV, et il y a un choc écologique sur la nature, une artificialisation. Et je me suis rendu compte qu'en fait, je m'enfermais moi-même dans ce que je voulais dénoncer. Pourquoi ? Parce que je replaçais l'homme, ici le roi, mais l'homme, au centre et au moteur de toute chose. Et donc j'excluais de l'histoire et je rendais passif tous ces agents, tous ces acteurs non humains, alors même que je voulais repeupler. Et la deuxième chose, c'est que je rentrais dans ce modèle mécaniste de causalité. Et le livre, il organisait toute autre chose, d'où le plan, la naissance, la régénération, la croissance et la mort. Parce que le patrimoine, tel que la notion se construit, c'est comme disait Michel de Certeau, c'est la beauté du mort. C'est d'ailleurs ce qu'est Versailles aujourd'hui, un lieu sépulcral qui devrait nous inquiéter, c'est-à-dire un lieu qui n'est plus habité, où il n'y a plus les animaux qu'il y avait, il n'y a plus de loups, il n'y a plus de lapins, il n'y a plus d'eau qui déborde, ça sent plus mauvais. Et donc c'est un lieu qui est vidé de l'ensemble de ces substances et de ces relations-là. La processualité, c'est aussi la possibilité de penser tout un tas d'échanges et de symbioses. Et là, il y a tout un domaine qui va aussi bien des catégories de l'économie jusqu'au renouvellement les plus récents de la biologie. Les catégories de l'économie, pensez à la notion de ressources. Ressources qui veut dire approprier, la banque, le stock. Dans l'économie néoclassique, la ressource naturelle, c'est défini comme un stock dans lequel on puise. On puise dans le sous-sol, on prend des hydrocarbures, etc. Mais la racine de ressources ressurgere, c'est ce qui ressout, c'est qui ressurgit. Donc étymologiquement, la ressource, c'est qui se reproduit. Donc comment a-t-on pu puiser dans le sol en pensant que
eh bien tout ceci était une sorte de grand magasin et de grand stock qui nous appartenait. Étymologiquement, c'est complètement faux. Et dans ce cas-là, si ressource devient ce qui ressurgit et ce qui se reproduit, eh bien le calcul même devient tout à fait différent. Vous avez sans doute appris comme moi cette chose peut-être absurde, lorsqu'on avait des cours de géographie sur la puissance agricole de la France, on donnait comme critère la productivité à l'hectare. C'est-à-dire sans prendre en compte ni ce qui rentrait, ni le soleil, ni le sol, ni ce qui sortait, les effluents, enfin les pollutions, etc. Voilà, avec Ressurgere, vous évitez ça. Et en même temps, du côté de la biologie la plus contemporaine, aujourd'hui ce qu'on appelle la biologie symbiotique, qui a fait exploser la notion d'individu, en montrant que l'individu comme une intériorité, une conscience fermée sur elle-même, eh bien c'était en réalité quelque chose de totalement faux, parce que nous avons en nous-mêmes des milliers et des milliers d'êtres vivants, des microbes qui nous permettent de digérer, qui nous permettent d'exister, et des relations de collaboration et de coopération. Enfin, un dernier sens que je voudrais, pour conclure, c'est que le temps, c'est la possibilité de penser un temps partagé. Un temps partagé, mais différent. Il y a des natures différentes selon les êtres. Et d'ailleurs, les seuls moments où on gomme ces natures, c'est une forme d'anthropocentrisme. C'est une des limites, sans doute, du point de vue animal. Enfin, c'est, comme disait un collègue ironiquement, seul l'homme dit penser comme un cheval. Un cheval, sans doute, n'a pas du tout l'idée de penser, le projet de penser comme un être humain. Ça ne saute aucun intérêt pour lui. Et donc, c'est cette forme d'anthropomorphisme qui est tout à fait, gênant. Et donc, ce temps commun, ce temps partagé mais différent, c'est aujourd'hui le grand enjeu scientifique. Un moment où on voit se réorganiser les sciences autour du temps. C'est-à-dire qu'on est en train de passer de l'espace, qui était la grande question de la globalisation. Et l'espace, c'est ce qui est mesurable, ce qui est infini, sans limite, c'est la croissance, c'est le capitalisme. On est en train de passer de l'espace à la question du temps. Et le temps, c'est par nature les bords, les limites, la processualité, l'engendrement, et donc un autre type de contrat social, un autre type d'organisation du savoir, un autre type d'outils. D'accord. Merci. Il y a beaucoup de choses qu'on pourrait reprendre. Je voudrais juste reprendre ce que tu disais au début par un autre biais, parce que comme vous avez l'habitude toujours de citer l'anglais, moi ça m'énerve. Mais si environnement, on allait chercher du côté des langues latines, par exemple de l'italien, je prends une langue au hasard, c'est le mot ambiente, qui se traduit par ambiance en français, sur lequel a travaillé Bruce Bégou beaucoup sur l'an. Mais ambiente, c'est aussi ambito, qui est la traduction exactement de domaine. C'est-à-dire là où j'habite, là où il y a la domus, là où il y a la maison. On dit le premier ambiente, le premier environnement, c'est bien ce que tu disais sur la maison que l'on va effectivement entourer d'une haie, mais dans un double sens, pour se protéger de la nature et pour y exercer un travail dans la nature, pour éviter que les gens viennent prendre les fruits que j'ai fait pousser et ainsi de suite. Donc d'emblée, il y a question de la bordure. Si bien que, et là je pense que je vais faire un lien miraculeux avec l'intervention de Caroline Lejeune. Du coup, si je veux défendre, comme ça s'est passé dans la conquête de l'Ouest, les droits de ceux qui habitent sur la terre, sur ce lopin de terre, je ne peux pas ne pas en même temps défendre la nature. Autrement dit, si je veux défendre les droits des Navarros à vivre, je ne peux pas polluer leur rivière. Il faut que je la rende viable pour qu'ils puissent vivre. Donc, il y a une liaison nécessaire entre la défense des droits des hommes et la défense des droits de la terre. Donc, il n'y a pas de solution, il n'y a pas de discontinuité entre les deux. Mais on va peut-être y revenir. Là, je vais passer la parole à Caroline Lejeune. Merci beaucoup. Et puis, merci, très bonne liaison avec mon intervention. Merci pour votre accueil si chaleureux depuis hier et aux rencontres philosophiques de Monaco et à toute l'équipe qui fait un travail fabuleux pour que tout se passe bien pour les intervenants, pour le fond, mais aussi pour présenter des documentaires et des interviews comme on a vu en début de séance.
Alors effectivement, là, on a abordé différentes manières de pouvoir avoir cette idée de nature et de cette construction de l'idée de nature entre une nature comme préservation, comme contemplation à travers le regard esthétique, et aussi la question de la gestion des ressources et la manière de considérer finalement la nature comme un stock de ressources qu'on pourrait utiliser. Et souvent, en fait, dans cette histoire de l'idée de nature, il manque un point fondamental qui est de la question sociale. Dans quelle mesure, finalement, cette nature, si on n'est pas séparé d'elle, comment elle interpelle l'enjeu social et l'enjeu politique. Et c'est vrai qu'à travers toute cette histoire du préservationnisme, du conservationnisme et puis de l'extractivisme, clairement, actuellement, on voit que cette question est un peu passée, est un peu mise de côté au profit d'une vision soit contemplative, soit très techniciste, soit très économique et très productiviste. Et alors que pourtant, ces différents moments ou ces différentes manières de pouvoir penser l'évolution de la nature en tant que ressource, en tant que paysage, en tant que ressource productive, ne peut pas être dissociée en fait des enjeux sociaux que ces différents moments ont abordé. Par exemple, tout à l'heure, Grégory l'a rappelé, le fait d'avoir des politiques, les premiers parcs nationaux aux États-Unis se sont déroulés, et ont eu lieu, se sont institutionnalisés dans les premières politiques environnementales, en mettant à l'écart les populations indigènes qui vivent sur ces territoires. Quand on parle de politique productive, qu'on essaie de penser la gestion des ressources, la gestion des stocks sur les territoires, on voit aussi que des formes d'extractivisme ou d'accaparement ou d'appropriation des ressources dans les pays du Sud, d'abord, mais maintenant aussi dans les pays du Nord, passe par aussi une forme d'exposition ou d'accaparement des ressources dans d'autres pays que ceux qui les utilisent. Donc on voit bien, de manière systématique, que cette question de la manière dont on a construit, à travers l'écologie scientifique, un regard sur la nature, c'est complètement ou a complètement oublié finalement que l'environnement n'est pas dissocié d'un environnement social, culturel, et que on ne peut pas universaliser, on ne peut pas avoir une représentation générale de la nature sans poser cette question sociale. Et ça, c'est tout l'objectif des mouvements de justice environnementaux, et c'est ce sur quoi j'aimerais intervenir et vous donner quelques éléments de réflexion qui me permettra ensuite de pouvoir poser la question ontologique de la nature, peut-être épistémologique. Je tenterai, pour pouvoir ouvrir les débats, sur le lien justement entre enjeu social et enjeu environnemental. Si on reprend un peu toute l'histoire des liens entre justice et environnement, on peut identifier, alors parmi d'autres mouvements, des mouvements de justice environnementaux et des mouvements de justice climatique dans les pays du Nord, comme dans les pays du Sud. On va les voir dans les pays du Sud émerger avec le mouvement de justice climatique et des mouvements paysans de la Confédération et de la protection des semences paysannes dans les mouvements internationaux et notamment dans les grandes conventions comme l'ensemble des COP, COP 21, COP 26 et bien encore depuis le sommet de Rio. Ça a été une revendication très forte de justice climatique, de pouvoir justement ne pas dissocier droits humains et droits de la nature. Mais on va le voir aussi dans les pays du Nord, puisqu'on va voir aux États-Unis finalement naître des mouvements de justice environnementaux qui sont des mouvements sociaux initialement, qui vont prolonger finalement la défense des droits civiques dans le sillage des mouvements de Martin Luther King à travers, par exemple, des figures comme le pasteur Chevis, qui va avoir un rôle important dans le fait de pouvoir montrer que les populations qui sont en situation les plus exclues socialement, les plus exclues politiquement, mais aussi les plus populations qui sont les plus exclues pour, aux États-Unis, le mot race, racialement, sont aussi celles qui sont les plus exposées à des risques environnementaux ou des populations qui sont les plus exposées aux risques climatiques. Donc, ce qu'a pu montrer de manière très forte des mouvements comme dans le Warren County, ça a été pouvoir montrer que un cumul d'inégalités entre une situation sociale en difficulté, une situation d'injustice politique par l'exclusion vis-à-vis des origines et de la race afro-américaine, mais aussi de pouvoir aussi être exclu d'un point de vue environnemental, puisque ce cumul d'inégalités conduit à ce que des populations qui sont en situation de précarité et d'exclusion sont aussi celles qui vont développer de plus en plus de maladies. Premier point.
On va voir aussi d'autres mouvements émerger, notamment le mouvement du Love Canal, qui va permettre de montrer, à travers une mobilisation de nombreuses femmes, que sur certains territoires, on pouvait observer des conséquences liées à des pollutions, sur les malformations des enfants, mais aussi sur le développement des cancers et sur des problèmes liés à la natalité. Et ça va avoir un retentissement relativement important, ce mouvement, parce que ça va permettre de montrer que si vous êtes en situation de difficulté sociale, ce qui était le cas de ces populations, si vous êtes aussi en situation d'inégalité environnementale, mais aussi en termes de genre, vous pouvez aussi être les plus soumises à des formes d'inégalité liées à l'environnement et aux inégalités sociales. Donc, encore une fois, un cumul d'inégalités sociales, un cumul d'inégalités liées aux enjeux politiques, enjeux de genre et enjeux environnementaux. Et ce cumul d'inégalités a donné lieu à ce qu'on appelle l'intersectionnalité, c'est-à-dire le fait que vous pouvez être positionné dans différentes formes d'inégalités et que vous pouvez être exposé à des problématiques liées à l'environnement. Alors c'est un sujet important parce que ça montre que les activités qui vont avoir des conséquences sur la pollution au plomb est très connue, mais aussi des activités liées à l'extractivisme, à ses conséquences sur les territoires, mais aussi à des activités de prédation des ressources, a des conséquences sur des formes d'injustice sociale, politique et environnementale, et que ces injustices sociales et environnementales trouvent difficilement une réponse par les pouvoirs publics et notamment par les politiques environnementales qui vont se cibler essentiellement sur des politiques de gestion des ressources ou de préservation, mais où la question sociale est très difficile à prendre en compte. On a pu le voir récemment avec l'histoire de la taxe carbone, par exemple en France, et l'histoire des Gilets jaunes, mais on peut le voir aussi dans les boues à Gardanne à Marseille, on peut le voir aussi dans des expositions liées au mercure dans l'Ain, et on voit de plus en plus en fait, émerger dans le travail de la sociologie de l'environnement de nombreux cas d'inégalité environnementale dans nos territoires, ce qui permet de pouvoir aussi attester de ces formes de cumul et d'injustice environnementale, et de dire que ce n'est pas simplement un problème des pays du Sud, mais c'est aussi un problème dans les pays du Nord. C'est un enjeu important parce que dans un contexte de crise environnementale globale tel qu'on est en train de le vivre en ce moment, ce cumul d'inégalités aussi révèle un autre phénomène, c'est que les personnes qui sont le plus exposées à des inégalités sociales, inégalités politiques et inégalités environnementales sont celles aussi qui sont le moins responsables des émissions de gaz à effet de serre. Donc on est encore plus, voyez, dans un système d'exclusion et une difficulté finalement à pouvoir vraiment poser concrètement ce que ça signifie dans une politique environnementale, de considérer non seulement ce cumul d'inégalités liées aux activités d'extractivisme par exemple ou d'émissions de polluants, mais aussi de responsabilité dans la crise environnementale globale et de pouvoir positionner l'environnement comme un enjeu qui n'est pas simplement technique ou un enjeu de préservation, mais un enjeu social et politique, et comment on délibère de ce fait social et politique. Alors les principaux instruments qui ont été utilisés pour pouvoir essayer de répondre à ce cumul d'inégalités, ils passent par plusieurs sortes. Le premier, c'est le principe pollueur-payeur. Si une industrie ou un État ou un individu pollue sur un territoire, il a l'obligation de payer les réparations. On va aussi trouver des phénomènes d'indemnisation. C'est-à-dire que si, par exemple, vous êtes exposé à une pollution au plomb ou une pollution au mercure, une des réponses qui va être apportée, c'est de pouvoir réparer. Bien sûr, de manière très logique, c'est difficile de réparer quand on a un cancer qui est lié à la plombémie, par exemple. On va essayer d'indemniser. Donc, on va indemniser le coût de la santé, le coût des médicaments ou des frais. Je vais voir un coup, parler trop vite. Hop. Donc il y a une forme d'indemnisation très importante qui va être mise en place par les pouvoirs publics, qui va permettre de pouvoir en partie réparer, de la même manière que le pollueur est payeur. Celui qui va vraiment avoir un dommage et que ça a avéré sur la santé de la population va devoir aussi payer les coûts liés à cette maladie ou à des phénomènes de malformation. Ça, c'est la deuxième solution. La troisième, ça va être de pouvoir mettre en place des processus de participation qui vont permettre de sensibiliser les personnes, de pouvoir les informer des pollutions qui sont présentes, de pouvoir aussi faire en sorte que toute personne qui est exposée à un risque soit informée de manière à pouvoir prendre les mesures nécessaires. Et c'est vrai que dans certaines communes, par exemple, moi j'ai beaucoup travaillé à Roubaix, on voit des parcs urbains qui sont inaccessibles aux enfants pour le jeu, où on dit clairement aux parents et à leurs enfants de ne pas mettre le
main à la bouche juste après, puisque c'est des anciens territoires industriels et que sous cette terre, il y a aussi beaucoup de plomb. Donc il y a tout un système sensibilisation, indemnisation. Et vis-à-vis de la nature qui est détruite en même temps effectivement que les intérêts humains sont touchés, il y a tout un système de compensation écologique. Donc on va essayer de calculer ce que vaut la destruction de la nature et on va essayer de lui donner un prix pour pouvoir soit compenser financièrement auprès d'organismes protecteurs, de pouvoir essayer de faire de la restauration, soit de pouvoir dire on a supprimé par exemple tant d'hectares de forêt dans un territoire, on va pouvoir en reconstruire un avec les mêmes capacités dans un autre lieu. Donc on est sur une forme de compensation écologique. Quand j'exprime ces différents outils, donc on est sur l'indemnisation, on est sur de la compensation, on est aussi sur des tentatives de réparation, on voit bien que ces principes de justice et de justice distributive, qui sont des principes fondamentaux de nos démocraties contemporaines, sont insuffisantes pour pouvoir répondre conjointement à la protection de la nature, mais aussi à la protection et à la garantie des droits des hommes. Et elles sont insuffisantes pour une raison importante, c'est qu'elles fonctionnent sur un système de réparation, destruction-réparation. Je détruis, je porte atteinte, je répare et j'indemnise. Et tant qu'en fait ce binôme fonctionne l'un avec l'autre, on peut continuer finalement à être dans une logique de destruction et réparation par des outils économiques qui rendent compte d'une chose, c'est que la vie des hommes, comme la vie de la nature, est un principe de comptabilité, et un principe économique, mathématique, et qui rend visible une forme de traduction mécaniste des outils en fait, de la nature et des intérêts du bien-être humain dans des instruments de politique publique. Et ça, c'est important parce que ces outils-là rendent clairement compte dans le quotidien et dans des politiques locales, communales, territoriales, mais aussi à l'échelle nationale et encore plus internationale, rend compte d'un point important, c'est que on maintient cette distance et cette séparation que pouvait exprimer très clairement Grégory juste avant, et que cette séparation, elle s'accompagne d'une hiérarchie. Certains hommes plus que d'autres, certains territoires moins que d'autres vont être exposés et souvent le lien de corrélation entre le niveau de revenu et l'exposition à un risque environnemental est toujours relativement avéré. Donc ce rapport nature-culture qui s'est institué dans notre forme de coopération et d'organisation sociale et politique s'est créé à partir d'une mise à distance, une séparation nette entre ce qui est de l'ordre de la nature et ce qui est de l'ordre de la culture, et aussi dans une forme de hiérarchie entre certains philosophes diraient certaines vies valent plus que d'autres et certaines natures valent moins que d'autres. Et ça, c'est vraiment intéressant de pouvoir le pointer actuellement. Donc la question, je pense, qui nous rassemble aujourd'hui, c'est vraiment de se dire, mais est-ce que l'environnement n'est qu'un stock de ressources à se redistribuer? Est-ce que les enjeux sociaux et les enjeux environnementaux peuvent seulement reposer sur des principes de redistribution qui ont pour objectif de réparer les dommages sans vraiment interroger les causes de ces dommages? On est toujours sur les conséquences sur lesquelles on va pouvoir agir et moins sur les causes qui sont responsables de ces situations. Une justice sociale entre les hommes nécessite-t-elle une justice sociale entre les hommes qui tiennent compte des natures sur les territoires? La question est ouverte. Alors ça interroge profondément un point que Grégory a aussi souligné, c'est la question de l'ontologie, plutôt la question anthropologique du rapport que nous pouvons avoir, les modes d'existence que les communautés humaines peuvent avoir sur leur territoire et avec la nature qui les environne. Ça interroge aussi des ontologies qu'on appelle plus relationnelles et qui ne sont pas sans difficultés épistémologiques. Et en même temps, on voit qu'il y a beaucoup d'initiatives qui tentent de dépasser ces séparations nature-culture. Je pense notamment à celle de la terre-mère de Pachamama,
qui est Termel Pachamama, qui est une croyance bolivienne qui a été intégrée à la constitution bolivienne et qui a fait l'objet d'une revendication dans l'espace international, mais aussi un certain nombre de pratiques qu'on peut observer différemment et dont on a peut-être vu quelques prémices dans le documentaire qui nous a été présenté. Et merci d'avoir eu la chance de pouvoir nous donner un peu de cette ressource. Encore, notamment les pratiques qui sont des pratiques d'agroécologie où effectivement la question du rapport aux éléments naturels est importante et il est difficile de calculer comment on peut avoir un savoir qui est un savoir qui n'est pas un savoir rationnel mais qui est aussi un savoir sensible, qui est un savoir d'observation. L'action de l'observation a été très présente dans les propos qui nous ont été diffusés, mais aussi la pratique de pêche, parce que c'est vrai que quand on voit la pêche à la main, c'est intéressant parce que c'est pas simplement une pratique où on va prélever du poisson dans la mer, mais c'est aussi une observation dans un milieu et dans lequel le pêcheur est complètement dans cette activité de pêche, d'observation et de pouvoir voir l'évolution aussi du territoire sur lequel il pêche dans le temps. Donc ça, ça me semble tout à fait intéressant. On voit d'autres choses aussi, alors on en parle beaucoup, c'est les droits de la nature, qui était initialement un outil qui permettait de pouvoir donner des droits, ou d'un moment donner des droits, ou reconnaître des éléments naturels comme étant ou possédant une personnalité juridique. Ça fait l'objet de nombreuses mobilisations à l'échelle internationale, que ce soit en Australie, que ce soit en Inde, puis ça arrive en Europe. Donc on l'a vu, des prémices un peu sur des questions de délibération, en mêlant l'art et l'environnement au Parlement de la Loire, par exemple, mais aussi on voit émerger beaucoup d'initiatives sur l'appel du Rhône actuellement. Est-ce que ça modifie ou pas le rapport à la nature, ou est-ce qu'on sort d'un registre de préservation? Ça, c'est une autre question. Et puis, toutes les mobilisations de la jeunesse, ou toutes les nouvelles formes de pratiques politiques qu'on voit émerger depuis au moins 3 ans, et qui s'accélèrent et qui s'accentuent. Alors, on a vu Extinction Rebellion. On voit aussi tous les mouvements de désobéissance civile qui, à un moment donné, essayent d'avoir un droit de parole pour pouvoir penser certains ou protéger certains espaces. On voit qu'il y a une forme de radicalité ou de déradicalisation de certains mouvements sociaux qui ont pour objectif de pouvoir défendre la nature, pas pour ce qu'elle est en elle-même, mais parce que les participants pensent en faire totalement partie. Et là, je vais dire une citation ou un slogan qui revient souvent. Souvent, dans les mobilisations de la jeunesse, on voit « Je suis la nature qui se défend ». Et il y a un changement de perspective dans le fait de dire « Je suis la nature qui se défend », parce qu'il y a toute une dimension sensible d'éco-anxiété, mais aussi de peur du futur qui s'immisce dans ces formes de mobilisation et qui nous questionnent finalement sur le rôle que peut avoir de considérer l'écologie, la nature, non pas comme un fait culturel, mais comme étant indissociable et interdépendant de la manière dont nous vivons dans nos communautés et dans nos territoires. Donc c'est l'invitation de ne plus voir l'écologie ou la nature selon l'angle de préservation, l'angle de gestion des ressources, mais plutôt voir des forme d'appropriation de l'écologie, de pouvoir considérer des manières différenciées, de pouvoir considérer des formes de sensibilité, qu'elles soient spirituelles, qu'elles soient dans l'observation. Chacun met le mot, en fait, qu'elles soient dans un rapport analogique. Je pense que c'est vraiment des perspectives actuellement qui sont en train d'émerger, en tout cas dans les sciences humaines et sociales, mais qu'on voit de plus en plus aussi apparaître dans le rapport social que peuvent avoir les individus avec leur milieu. Oui, là aussi, il y a énormément de questions, mais je vais poser une question à tous les trois. D'abord, sur les droits de la nature. J'aimerais bien savoir ce que vous pensiez du fait qu'une rivière devienne une personne juridique. Ce qui était vrai dans la Constitution aujourd'hui de Nouvelle-Zélande, on a mis une rivière. Première question. Deuxième question, qui ne s'adresse pas seulement à Caroline, c'est... Moi, j'ai très bien compris et je suis très sensible à l'idée du cumul des inégalités. Mais on va prendre un exemple, comme ça je veux voir comment vous réagissez. Les spécialistes reconnaîtront l'exemple, mais je cite personne. On va citer quand même une des plus grandes aciéries d'Europe, qui est au bord de la mer, qui produit une pollution incommensurable de la mer, des nappes phréatiques, des rivières, de l'air, et qui produit un nombre considérable de cancers dans cette région. Mais elle est la seule ressource économique de la région.
il faut sauver quoi? La rivière ou les hommes? Je me permets de répondre. De manière très claire, en posant la question comme ça, on construit des hiérarchies. Est-ce que c'est les hommes ou est-ce que c'est la nature? Et c'est là où je pense qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas pensé, c'est que on s'est toujours dit que le milieu ouvrier ou le milieu de l'entreprise n'était pas conscient de ces formes de pollution, de ces formes d'exploitation, et les ouvriers qui y travaillent sont les premiers très conscients le fait d'être exposés à des risques environnementaux. C'est comment on accompagne aussi ces changements et comment on ne minore pas l'importance de pouvoir considérer ces activités économiques qui sont aussi très conscientes de devoir être dans des formes de reconversion professionnelle ou des reconversions dans les activités. Donc, je pense qu'il ne faut pas opposer le social et l'écologique et l'économie, parce que c'est là où on fait une erreur fondamentale et c'est là où on a besoin de méthodes dans la manière de poser les enjeux et qu'on mette tout le monde autour de la table, moi je pense. Et dans le Nord, on voit aussi d'autres, notamment à Gravelines, on voit il y a la centrale nucléaire qui est juste à proximité de territoires qui sont en situation de vulnérabilité sociale. C'est aussi un des premiers employeurs, même toutes les scieries, c'est vraiment très important là-bas. Se pose la question. Et de pouvoir dire à un moment donné comment on peut réfléchir à d'autres modes de dialogue qui permettent de ne pas opposer l'un et l'autre, là je pense que c'est intelligent, plutôt que de se dire c'est le social ou l'écologique. Parce que là, on maintient la séparation. Très très bien. Mais les mouvements qui s'opposaient à la fermeture des usines, c'est le mouvement de ceux qui étaient une sorte de lumpenprolétariat, de ceux qui avaient le moins de chance. Parce qu'ils disaient, nous préférons mourir peut-être du cancer que mourir certainement du chômage et de la pauvreté. Donc là, c'est plus compliqué d'avoir un discours rationnel en échange autour d'une table. Ouais, et c'est aussi ceux qui vont se mobiliser au moment où il y a des formes de modernisation écologique dans les entreprises et qui savent très bien que les entreprises doivent faire avancer ou faire évoluer leur technologie pour pouvoir être en accord avec les enjeux environnementaux. Et sur le territoire où j'ai pu travailler, beaucoup d'ouvriers se sont souvent mobilisés pour aussi mettre des pressions syndicales et pour que l'entreprise se modernise afin de répondre aux lois et aux réglementations nationale sur la protection de l'environnement. Donc on voit... Rien n'empêche de défaire une opposition et de la recomposer autrement. La preuve en est que si on fait la généalogie de cette dichotomie, les emplois ou l'écologie, c'est une dichotomie qui se met en place au début des années 1970, parce qu'auparavant, les premières mobilisations environnementales se sont faites sur des questions de santé. Et là, c'est transclasse, la santé. Les enfants d'un ménage pauvre et d'un ménage riche, il y a la même capacité de se mobilisation parce qu'il y a des choses qui n'ont pas de valeur. Et on voit très bien, on a des exemples, assez bien documentés pour les États-Unis. Malheureusement, on n'a aucune étude de ce type en France qui montre comment, lorsqu'arrive le premier choc pétrolier, ça va se défaire ces associations qui ont été des associations des alliances de lutte. Et ça va se défaire de deux manières. C'est que les cols blancs vont s'éloigner des zones des usines, c'est ça. Parce qu'il faut bien voir que pendant toute l'histoire de l'industrialisation, les ingénieurs, les cols blancs vivaient à côté de l'usine parce qu'il y avait une fierté. Pollution voulait dire prospérité. Donc ils étaient tous soumis. Il n'y avait pas d'inégalité environnementale dans ce sens-là. Et la deuxième chose, c'est parce que les syndicats vont être pris dans cette tenaille qui est on délocalise. Et donc après, c'est une question politique qui demande un accompagnement, qui demande une préparation. Je crois qu'il faut être très attentif à la façon dont une dichotomie peut être recomposée autrement. Mais c'est une question d'alliance, de politique, en fait. Ça demande du temps. Mais rien n'y empêche. Mais il y a l'urgence. Enfin, passons là-dessus. Parce qu'entre-temps, on ne peut pas laisser mourir non plus, entre-temps. Christian, sur l'histoire des droits de la nature et le fait, justement, que... Juste deux mots sur la dernière question qui vient d'être évoquée. Moi, ce que je constate depuis quelques décennies, c'est que quand il y a un grand projet industriel d'un côté et la défense d'un biotope, d'un écosystème de l'autre, c'est l'économie qui l'emporte. Je ne connais aucun exemple de grand barrage dont la construction aurait été arrêtée ou interdite pour des questions de respect de l'environnement. Alors en France, il y a eu l'exemple magnifique de l'arrêt du projet délirant de l'extension de l'aéroport de Nantes, Notre-Dame-des-Landes.
Mais en France, les Français, c'est 1% de la population mondiale. Je veux dire que l'Afrique, l'Asie, l'Amérique latine, même s'il y a des mouvements, que vous les avez rappelés à juste titre, en Bolivie, mais ce que je vois, c'est que l'économie est tellement puissante par rapport à une nature dont les hommes se détournent de plus en plus, parce qu'ils vivent aujourd'hui majoritairement. Un des grands faits historiques de ces 30 dernières années, c'est que la majorité de la population mondiale vit dans des villes. Et vivre dans une ville, c'est vivre coupé de la nature, de façon logique, on peut dire automatique. Maintenant, pour la question des droits, en 1970, Hans Jonas, le philosophe, avait posé la question de la responsabilité. D'ailleurs, son livre s'appelle « Le principe responsabilité ». En même temps, c'était le premier philosophe à réfléchir réellement sur des questions écologiques, qu'on dirait écologiques. Et il pose la question de la responsabilité des générations actuelles par rapport aux générations futures. Et évidemment, il tombe sur un paradoxe. Comment peut-on être responsable vis-à-vis de personnes qui n'existent pas encore, qui pourraient exister, qui existeront, on nous souhaite, mais qui n'existent pas encore? Et je demande, est-ce que cela a un sens? Et est-ce que ça a un sens de se poser une responsabilité par rapport à des individus qui, par définition, n'ont pas de droit, n'ont pas de devoir? Et la question des droits, elle est aussi grevée, hypothéquée par le symétrique des devoirs. Et Jonas, il prend l'exemple de la responsabilité des parents par rapport aux petits-enfants. Il est clair aujourd'hui pour tout le monde, d'ailleurs c'est inscrit dans le droit pénal, il est clair que les parents sont responsables du petit-enfant, lequel n'a pas de devoir en retour par rapport à ses parents, ou du moins au départ. Et le petit enfant est incapable d'être en lui-même sujet de droit. Il est au départ donc objet de droit. Mais du fait qu'il est objet de droit, il devient sujet de droit au sens juridique du terme. C'est-à-dire qu'il a des droits qui méritent d'être défendus et la société fait tout pour que ces droits soient défendus. Donc on pourrait adopter finalement le même raisonnement à propos de la nature. En Nouvelle-Zélande, une rivière est devenue un sujet juridique avec des droits. Il y a eu, c'est un des premiers exemples qui est arrivé, et évidemment on peut se dire mais quel sens ça a qu'un élément de la nature qui n'a pas de conscience, qui n'a pas d'intention, qui n'a pas de volonté, quel sens ça a qu'il ait des droits? Et je crois qu'il y a là, non pas une dénaturation du droit, comme l'ont pensé certains, mais au contraire, un approfondissement de l'idée de droit. Et à cet égard, Jonas a joué le rôle de précurseur. Grégory est d'accord avec cette idée de droit de la nature? Oui, parce que ça fait naître la question des devoirs. On peut tout à fait dire, dans ce cas-là, si on reconnaît des droits, alors c'est une idée très sympathique, très séduisante, mais qui soulève plein de problèmes, mais si on reconnaît des droits à une rivière, on peut lui imposer des devoirs, par exemple, d'assurer des devoirs écologiques par rapport aux poissons qui sont dans cette rivière. Et donc, dans ce cas-là, ça veut dire qu'on pourrait très bien condamner une rivière qui n'assure plus ses devoirs par rapport aux poissons. Juridiquement, hein, c'est des choses qui commencent... pratiquement, ça, j'arrive pas à comprendre. C'est-à-dire que une rivière qui n'accomplirait plus ses fonctions écologiques, eh bien, elle est responsable par rapport aux êtres qui sont à l'intérieur. Donc on la sèche. Alors, elle est sanctionnable. Elle est sanctionnable. Donc ça ouvre des choses qui sont... La deuxième chose, c'est que ça suppose de découper le réel avec un rasoir. Parce que ça suppose de prendre un territoire, de dire ceci est la rivière, ceci n'est plus la rivière. Or, à séparer les pentes, les terrains où se fait l'érosion, où il y a des arbres, où il y a les pluies qui coulent, etc. Et donc on refait ce même travail qui consiste à découper le réel en morceaux. Enfin, c'est le risque d'endosser assez naïvement le fait de parler pour un non-humain à sa place, comme s'il pouvait parler. Moi, je pense beaucoup plus fécond ce que certains juristes font aujourd'hui, qui est de penser non pas des droits d'éléments naturels, mais de penser des droits attachés à des choses. C'est tout le travail de Sarah Van Uxem, qui est à l'université de Nice, à côté d'ici, tout à fait remarquable, en pensant, finalement, non pas l'individualisme possessif, on possède une chose naturelle avec le droit d'en faire presque ce que l'on veut, mais de penser une relation qui est d'usufruit.
On a un usufruit, comme quand on loue une maison, et même plus que cela, elle utilise des éléments qui sont droit médiéval, en montrant qu'il y a dans le droit médiéval, c'est un moment où la terre était attachée à la maison, et donc pas à celui qui l'exploite, qui donc se retrouve dans une situation d'être un simple locataire. Et donc dans ce cas-là, c'est lui qui a des devoirs. C'est lui qui a des droits et des devoirs. Et je pense que cette voie-là suscite moins d'aporie que l'idée très sympathique de donner des droits à des éléments naturels. Je pense que c'est beaucoup plus qu'une idée sympathique. Par exemple, le concept de crime environnemental nous paraît relativement rationnel et clair. Et pourtant, on peut dire que l'environnement n'est pas un sujet, c'est pas une conscience. Et jusqu'à présent, un crime portait forcément sur des individualités conscientes. Mais qui est blessé à travers un crime environnemental? Il est clair que c'est l'environnement lui-même et de façon médiate, c'est l'être humain lui-même puisqu'il n'y a pas d'environnement sans être humain. Mais la question, c'est qu'à partir de ce moment-là où on pose qu'il y a un crime environnemental, on est nécessairement, logiquement, dans l'idée que l'environnement a des droits. Ne serait-ce que le droit d'être préservé. Crime, ça renvoie à faute, culpabilité. C'est pas la seule manière de penser la responsabilité. Étymologiquement, la responsabilité, le responsor en droit romain, c'est celui c'est le sens dont vous parliez, c'est le chef de famille, c'est le propriétaire d'esclaves dans le droit romain, qui non pas celui qui est fautif, mais celui qui doit se porter garant d'eux, qui doit, en dernier ressort, réparer les dommages causés par ces animaux à la clôture de quelqu'un d'autre, qui doit... Qu'est-ce qui est gênant dans l'idée d'être fautif? Parce que si on pose la question uniquement en termes de réparation, on peut dire que c'est déjà cuit d'avance, parce que parler en termes de réparation ou de compensation, ça veut dire faire basculer la totalité de l'environnement et des petits morceaux de nature qui restent dans la sphère économique. Parce que c'est le transformer en marchandise, implicitement. De la même façon que le système d'assurance transforme implicitement le corps humain en marchandise, même si on sait par ailleurs que la loi interdit l'aliénabilité du corps humain, parce que le système d'assurance donne une valeur économique, une valeur marchande à 1 litre de sang, à un rein, à une main d'un pianiste, etc. Et on fait la même chose aujourd'hui à propos d'une forêt, d'une rivière, etc. Je trouve que l'idée de crime avec celle de faute, elle est beaucoup plus profonde, parce que ça veut dire en effet qu'on ne peut pas se contenter de réparer un dégât, il faut quand même considérer qu'il y a des assassins, des meurtriers d'un environnement, que c'est quelque chose de pas, disons, aberrant de penser qu'il y a des actions néfastes, criminels qui portent sur l'environnement humain, parce que d'abord c'est un bien commun, je regrette, il y a quand même quelque chose qui est un bien commun de l'humanité tout entière, et que quand bien même je n'irai jamais aux Galapagos, si j'apprends que quelqu'un a souillé les côtes des îles Galapagos ou a chassé les oiseaux, etc., eh bien, je sentirai qu'un crime a été fait de la même façon que quand j'apprends qu'un tableau, un chef-d'œuvre a été lacéré par un fou. Caroline? Oui, merci. C'est vrai, je pense qu'on est tous d'accord là entre nous pour dire que porter atteinte à la nature, ça devient un crime dans un contexte d'extinction de la biodiversité et d'effondrement, je pense, des systèmes écologiques. Sur la question des droits, on peut penser en termes juridiques, et c'est vrai que les travaux que tu as cités sont effectivement ceux qui essayent d'explorer aussi une autre manière de poser la question des droits vis-à-vis de la nature. On voit aussi des recours altruistes, où on essaye de penser la dimension plutôt relationnelle, dans comment ça peut se traduire en droit. Sur les exemples que j'ai cités, j'ai presque envie de dire que c'est pas tant ce à quoi ça va amener, mais c'est tout le processus de délibération politique qui est mis en place sur les territoires pour mettre en débat le lien, l'attachement, les pratiques qui sont autour de ces espaces. Et quand on dit on donne un droit à la nature, ou on donne un droit, c'est surtout de pouvoir considérer que c'est pas simplement la rivière, mais on parle de territoire.
Et en quoi le fait d'habiter à côté du Rhône, ou les territoires qui vivent à côté du Rhône, en quoi le fait d'y vivre, le fait d'y avoir des pratiques, de pouvoir faire partie de cette communauté de humains et non humains, contribue à penser différemment en fait notre rapport à la nature, qui ne se définit pas à travers des frontières administratives ou qui est délimitée par des parcs ou par des gestions de ressources, mais qui est délimitée par une géographie, par des réalités culturelles, par différentes peut-être formes de cosmologie à la nature. Et ça me semble intéressant en fait de pouvoir considérer que la mise en débat ou la délibération territoriale autour de l'attachement qu'on peut avoir à la nature, la culture les cultures qui s'expriment dans ces espaces, et aussi un certain nombre de pratiques sensibles qu'on a pu explorer ou aborder tout à l'heure, sont des pistes de mise en délibération qui peut-être peuvent être assez intéressantes en termes de méthodologie et de perspective. On a parlé tout à l'heure de la délibération avec Christian. Là, est-ce qu'on peut en conclure de ce que vous venez de dire, que l'attribution de droits à la nature ou à des objets naturels, est-ce que ce n'est pas le moyen positif, faste, de majorer la responsabilité des individus? Oui, de majorer, et puis de revenir aussi, je pense, à l'essence même du politique, de dire on fait débat une responsabilité localement, partagée. Donc. Complètement. Ouais. Et après, une des limites qu'on peut y voir, c'est dire qui est-ce qui a des droits, qui est-ce qui n'a pas. C'est-à-dire que quel est l'espace qui va avoir les mobilisations, les acteurs, l'expertise nécessaire pour mettre en place tout ce processus, et quels sont ceux qui ne vont pas les avoir. Voilà, ça c'est... Mais effectivement... Oui, mais il y a une maxime de Jean Kelevitch qui répond à la question. Je ne suis pas le gendarme de tes devoirs, je suis le gardien de tes droits. Donc on va toujours essayer de défendre le droit. Mais quand je dis la majoration de la responsabilité, l'exemple que tu citais est important, parce que quand on dit... lorsque la rivière va être punie parce qu'elle a surplus ses fonctions, il faut quand même préciser, on note que cette fonction de la nature, elle est aussi assurée par une co-responsabilité des hommes qui non seulement sont responsables par rapport à ceux qui vont venir, c'est-à-dire aux fonctions qu'elle va remplir, mais moi j'ajouterais aussi aux fonctions, à la responsabilité vis-à-vis de ceux qui sont déjà passés. C'est-à-dire que la responsabilité de l'homme, elle est non pas simplement pour ceux qui viennent, mais pour ceux qui ne sont plus. C'est ça qui fait l'être humain. Sinon, on n'est pas humain, on est juste des individus. Alors, précisons. Si je peux, c'est la question de la responsabilité partagée. Oui. Le protocole de Kyoto en 1997, qui est la base des négociations climatiques, était fondé sur le principe de responsabilité commune mais différenciée. Et c'est justement ce qu'on n'a jamais réussi à faire. Et ce qui me gêne dans la notion de crime, bien évidemment qu'il y en a qui polluent plus que d'autres, c'est incontestable, bien évidemment qu'il faut faire peser la pression dessus, c'est tout à fait évident. Mais cette façon de devenir extérieur à soi-même, extérieur à la nature, au lieu de penser une responsabilité commune qui est différente, d'où le sens de responsor, qui n'est pas une mathématisation, qui n'est pas une compensation financière, hein. C'est justement quelque chose qui peut pas être compensé et réparé, et sortir de cette forme de schizophrénie. De cette forme de schizophrénie. D'ailleurs, on voyait ça, je trouvais dans l'interview, certains disaient « c'est les autres, c'est eux ». C'est quand même incroyable. C'est l'État, c'est les politiques. C'est cette forme de schizophrénie qui est justement ces formes de mobilisation, de délibération, c'est une façon de renouer ça. Je prends juste un exemple très précis. Le débat sur la responsabilité climatique tel qu'il est formulé aujourd'hui nationalement ne porte que sur les émissions territoriales, c'est-à-dire les émissions de CO2 qui sont produites dans le pays. Les accords européens sont fondés sur cette question-là, sur la neutralité carbone. On ne prend pas en compte les émissions importées. Pour la France, les émissions importées, c'est 40% du total des émissions de CO2. Les émissions importées, eh bien, c'est presque tout le monde. Et donc on peut poser qu'il y a une responsabilité différenciée, qui n'est pas égale, mais qu'en même temps, il y a une part de responsabilité de tout le monde. Et ces émissions importées, c'est la consommation, c'est la consommation des ménages, en fait, qui est le moteur, c'est les produits à bas coût, les produits jetables, etc. Voilà, etc. Et donc, vous voyez, c'est tous ces liens qui ont été invisibles, et c'est ça qui me gêne avec
Et puis l'autre chose, c'est que c'est une question politique parce que c'est une convention d'attribution. Quand on parle de la responsabilité climatique de Total, c'est une convention d'attribution qui doit faire l'objet d'un débat politique, c'est-à-dire qui est responsable. Celui qui produit le pétrole, qui fore, celui qui met du pétrole dans sa voiture, celui qui le transporte, celui qui prélève des taxes sur le pétrole qui est vendu. Et là, je trouve que c'est politiquement beaucoup plus intéressant. Mais c'est un peu angoissant en même temps. Enfin, angoissant, je ne suis pas angoissé par ce que tu dis. Ça cible je pense clairement. qu'il faut qu'on distingue. Il y a l'attribution de crimes simples. Lorsqu'il y a, je ne sais pas, une construction de ciment, comment il s'appelle, le grand cimentier français, là, la Grange, j'ai oublié le nom, Lafargue, qui déverse dans la Seine, ne serait-ce que dans la Seine, son ciment, bon, ou alors un bateau qui au large, là, le crime, il est punissable, il est identifiable, mais c'est pas ça. La difficulté, elle ne tient pas à ça, même si encore il faudrait qu'il y ait des progrès pour qu'on puisse avoir, disons, des mesures, des condamnations réelles, etc. C'est l'idée que comme on abîme tous ensemble l'environnement, ne serait-ce qu'en mangeant, qu'en buvant, je veux dire, que va devenir cette bouteille, quoi? Cette bouteille que j'ai bu avec plaisir, elle va être sûrement mangée par un poisson qui va l'ingérer. Il aura dans son organisme des microplastiques qu'à notre tour on va manger. Donc là, la responsabilité partagée, que je partage comme idée, elle crée aussi une sorte de, tu l'as dit tout à l'heure, de co-anxiété et même de culpabilité aujourd'hui. Est-ce que cette culpabilité-là n'est pas un frein pour cette conscience d'une culpabilité, réelle ou pas réelle, peu importe? Est-ce que ce n'est pas un frein aujourd'hui à l'écologie même? Pas si on invente une vie meilleure, à partir de ça. C'est une belle réponse. Moi, je pense que c'est même pire qu'un frein. Parce qu'il est en train de se jouer quelque chose d'important aujourd'hui sur la scène internationale. Il y a énormément de pays pollueurs qui émettent, qui sont parmi les 10 pays du monde qui émettent le plus de CO2, et qui refusent toute espèce ou presque toute espèce de réglementation, de restriction, au prétexte que l'Europe, depuis la révolution industrielle, a déversé dans l'atmosphère X milliards de tonnes de CO2 et que la responsabilité de l'Occident dans la pollution actuelle présente dédouane en fait aujourd'hui la plupart des États du monde qui veulent s'engager dans la voie du développement économique, ce qui d'ailleurs se comprend. On ne peut pas exiger raisonnablement l'ancien tiers-monde de rester tiers-monde. Mais le problème, c'est qu'à poser la question en termes de culpabilité et de responsabilité, on tombe forcément sur cette polémique internationale qui, en fait, dédouane des États, je pense à la Chine, mais il n'y a pas qu'elle, dédouane des États de toute espèce d'effort en matière environnementale, ou alors des mesures cosmétiques. Alors moi, j'irais peut-être dans deux temps. Moi, j'ai l'impression que ça, depuis 2 ans, on voit qu'il y a quand même certains changements dans des dynamiques locales, où des personnes, collectivement ou individuellement, vont soit se reconvertir professionnellement pour donner du sens à leur travail et développer des initiatives, soit faire de l'environnement un enjeu politique, et on a vu ce que ça pouvait donner sur un certain nombre de mobilisations. Donc culpabilité, je pense pas, mais j'ai l'impression que cette situation d'inaction climatique et écologique conduit aussi à des formes de responsabilité où les jeunes, surtout, qui vont être le plus concernés, sont ceux qui sont le plus aussi en train de faire preuve d'imagination pour essayer d'imaginer d'autres manières de pouvoir, dans les territoires, s'adapter, anticiper, s'organiser. Donc il y a des choses quand même qui sont assez intéressantes à observer et qui reposent aussi sur l'idée, et on l'a entendu beaucoup dans le documentaire, sur en fait on peut plus attendre. Oui, c'est ça. Et on peut plus attendre les États. On ne peut pas attendre les États. Et c'est vrai que quand on voit la situation où on va dépasser plus 1,5 degré et on va largement dépasser les 2 degrés aussi, ça questionne en fait sur la capacité de pouvoir être dans une démarche résiliente et anticipatrice vis-à-vis des changements qui vont arriver dans les territoires. Et je pense que c'est important de pouvoir considérer aussi la force collective qu'on peut avoir, que peuvent avoir des formes de mobilisation, de reconversion professionnelle et toute l'imagination
qu'on peut voir parfois sur les territoires, et je pense que c'est important de le souligner, parce que c'est ce qui permettra certainement de pouvoir vivre avec la crise environnementale, parce qu'on n'est plus là pour l'éviter, on est là pour faire le deuil de devoir vivre avec dans les années à venir. Mais il y a quand même, enfin, moi je vais dans le sens, hein, j'espère de tout cœur que la promesse qu'il peut y avoir dans la mobilisation, notamment des jeunes, qu'elle pèse de plus en plus. Mais je crois que quand on dit c'est la faute des États, je crois qu'il faut préciser quand même. Non pas dire au point de vue de géopolitique quels États, mais pourquoi, c'est-à-dire, et interroger le moteur, le réacteur de l'État, c'est-à-dire la décision politique. Or, aujourd'hui, on s'aperçoit que la décision politique, elle a du mal à être une décision qui tient compte des futures conséquences de cette décision. Et que les hommes politiques sont pris dans une conception de la politique très rikiki, très minable, qui ne voit pas plus loin que la prochaine réélection, ou de faire plaisir à leur propre population, si bien que la décision politique qui pourrait aller dans le même sens, converger vers le mouvement qui se dégage d'un certain nombre de couches de la population. Et au niveau local, on fait aussi beaucoup de choses. Donc le moteur, c'est plus que les États, c'est l'essence même de la décision politique qui me semble freiner le plus une quelconque évolution. Même s'il y a évidemment une évolution, une prise de conscience, mais il reste quand même des États qui font comme si rien n'était depuis quand même des années et des années. Non, mais je ne veux pas vous désespérer. Donnez-moi un truc d'espoir, s'il vous plaît. Il y a une autre question, c'est que d'abord, un changement de civilisation, ça demande du temps. Oui. Parce que même s'il y avait la volonté politique, il faut changer des structures. On peut prendre l'organisation des ministères tels qu'ils ont été conçus. On peut prendre l'exemple... Regardez, par exemple, l'UNESCO est toujours organisé avec patrie. Il y a ceux qui s'occupent de la culture et ceux qui s'occupent de la nature. La nature étant au sud, dans les pays du sud, la culture au nord. C'est des questions d'inertie des institutions et ça demande du temps. On est aujourd'hui en train de débattre, mais on sait que l'organisation des savoirs et de l'enseignement, ce qui se dit, ce qui s'enseigne dans les lycées, dans les universités, il n'a pas profondément changé avec ces questions-là, parce que ça demande du temps. Et puis il y a une deuxième chose qui est la question que posait Christian, qui est la question géopolitique mondiale, et je crois que peut-être une des limites de la réflexion que l'on a, c'est qu'il faut aller aussi entendre d'autres voix dans d'autres pays, voir comment la question est posée. Et c'est-à-dire que l'Occident n'est plus le centre du monde. L'Occident n'est plus le centre du monde, ni même en termes de trajectoire carbone, ce qui est une bonne nouvelle en termes de sortie de la pauvreté, mais ce qui en termes de trajectoire carbone est une mauvaise nouvelle. Et l'enjeu, c'est que finalement, on revient à la question du développement, la question qu'on n'avait pas su résoudre dans les années 70, ni avec le développement durable. On avait dit que le développement durable est un développement, et la question sera, c'est qu'est-ce qu'un développement ? Qu'est-ce qu'une bonne société ? Qu'est-ce qu'une vie meilleure ? Et n'y ayant pas répondu, eh bien, on laisse s'engouffrer dans la même trajectoire que les pays industrialisés, des pays qui ont des besoins, des problèmes beaucoup plus importants, des populations beaucoup plus importantes, mais où les questions sont posées. Par exemple, les intellectuels indiens, ça fait une vingtaine d'années qu'ils débattent entre intellectuels indiens de la question de la responsabilité historique de l'Inde. C'est-à-dire que la responsabilité historique de l'Inde doit être calculée par individu. Et dans ce cas-là, il y a un droit au rattrapage historique. Lorsque tous les Indiens auront une voiture, auront la même émission de CO2 que celle des Européens à un tel moment, eh bien, alors ils auront rattrapé, ils pourront changer de modèle. Et d'autres intellectuels indiens qui disent que l'Inde a une responsabilité nationale parce qu'elle est passée de 300 millions d'habitants en 1930 à 1,4 milliard aujourd'hui, et qu'il y a une responsabilité historique de l'Inde. Et il faut aller aussi regarder ce qui est dit ailleurs et ce qui est décentré. Et c'était quand même un des grands apports des sciences sociales, c'est-à-dire de pluraliser la modernité, les voies de la modernité, et je crois qu'il ne faut pas y renoncer. Non, mais je reconnais, moi, je te suis entièrement que le discours, disons, scientifique, même pas pédagogique, il a beaucoup plus de mal à avancer que les opinions. Les opinions, elles galopent, elles sont alimentées par des bêtises, des soucis, des intérêts privés, etc. Je prends l'exemple, je sais pas, de la voiture électrique. On dit voilà, et arrêtez avec vos SUV, arrêtez le gaz, tous en voiture électrique. On prend le discours comme étant très rationnel. On dit bah oui, c'est vrai, on va polluer. Mais pourquoi il n'y a pas un discours public tout de suite qui dit attention, la voiture électrique, c'est aussi les batteries.
c'est aussi le destin des batteries, les déchets, c'est aussi le lithium, c'est aussi l'Afrique colonisée par les Chinois qui monopolisent. Pourquoi le discours un peu compliqué, mais véridique, pourquoi il prend moins que les discours politiques qui sont juste pour, oui, mettez-vous tous à la voiture électrique, on aura résolu la question. Pourquoi triomphe toujours la simplification? C'est ça qui m'énerve, quoi. Après, je ne vais pas m'énerver. En fait, pour ne pas gripper la machine économique, il faut laisser entendre qu'il serait possible de vivre une vie aussi agréable et même plus, tout en gardant une sorte d'innocence écologique. Donc cette fiction qu'il puisse y avoir effectivement une consommation absolument neutre ou même bénéfique, qu'il puisse y avoir une production absolument non polluante et non désastreuse. C'est-à-dire, en fait, effectivement, comme vous disiez, quand on regarde toute la chaîne en amont et en aval du moindre objet, même quand cet objet est vert, hein, en quelque sens qu'on le prenne, il est facteur d'entropie, de désordre. C'est pas un hasard si c'est le réchauffement climatique qui est le signe principal du dérèglement climatique. Parce qu'après tout, le réchauffement climatique n'est qu'une modalité ou disons, un élément du dérèglement climatique. La chaleur, c'est la forme d'énergie la plus désordonnée. C'est ce que nous enseigne la thermodynamique. Et ce n'est pas un hasard. C'est-à-dire que le monde ne s'est pas refroidi avec la population humaine grandissante, avec les révolutions industrielles, etc. Et toutes les fois qu'on travaille, qu'on produit, on consomme de l'énergie et donc on produit une chaleur supplémentaire. Et ce que vous disiez, c'est-à-dire pourquoi ne dit-on pas finalement un discours de probité? C'est parce qu'il faut laisser entendre qu'une innocence écologique est possible. Et c'est une fiction. D'accord. Caroline? Oui, je pense aussi que c'est la place de la technique, la technologie. C'est le fait de pouvoir croire au fait qu'il va y avoir une technologie qui va permettre de pouvoir solutionner tous les problèmes environnementaux et que nos modes de vie actuels qui sont basés par un usage exponentiel des ressources, sont très dépendants des ressources naturelles, pourra se perpétuer dans le temps. Donc il y a aussi ce souhait de vouloir maintenir l'idée que nos modes de vie vont pouvoir se maintenir dans une société globalisée. Et je pense que c'est le pouvoir assouvir les besoins matériels dans les sociétés consuméristes, parce que quelque part, les sociétés consuméristes, elles ont basé leur identité sociale, l'identité sociale des individus dans une société consumériste dépend de ce que les individus possèdent et de leur richesse matérielle. Et c'est vrai qu'à partir du moment où on interroge cette production de richesse matérielle qui est très dépendante des ressources naturelles, on réinterroge aussi le sens des identités sociales dans une société. Et je pense que ça, c'est un vecteur très important. Et on l'a vu sur la plupart des conflits socio-environnementaux, on voit à quel point cette question de l'identité sociale dans une société consumériste située dans une planète finie pose problème pour un certain nombre de personnalités politiques, de pouvoir mettre en débat cette question-là. Oui, dans le petit film, quel est l'intervenant, la phrase, l'idée qui vous a le plus le mot qui m'a le plus frappé, c'est le mot harmonie. Ouais. Parce que je crois que c'est le plongeur qui le prononce. Parce que on se demande de quoi parle-t-il exactement? De l'harmonie qu'il ressent, lui, dans son propre corps, qui est enfermé dans une sorte d'armure, de carapace, qui est celle du plongeur, et qui prend la mer, l'océan, comme un milieu d'exercice. Alors que l'harmonie, si on remonte à l'origine grecque, au sens fort, c'est pas un hasard d'ailleurs si le mot a un sens musical, c'est l'accord entre soi et puis tout le reste. Et tout le reste, c'est quoi? Et en fait, ce qui est perdu, ce qui est dénoué à travers, disons, la question de la nature, me semble-t-il, il y a quelque chose peut-être de plus profond ou de plus fondamental, c'est la question du sacré. C'est-à-dire que, me semble-t-il, seule la considération du sacré pouvait empêcher l'être humain d'aller jusqu'au bout de sa volonté de puissance et de son désir de jouissance. Mais à partir du moment où ce verrou a sauté, hein, c'est le fameux désenchantement du monde de Max Weber, à partir du moment où les dieux sont morts, où le sacré
n'existe plus, où le monde a été profané dans sa totalité, la volonté de puissance humaine et son désir de jouissance sont illimités. Caroline, quel est le mot ou la phrase ou l'intention? Avec une petite note, je pense, d'humour, c'était la dame qui a dit, en parlant de son cochon, c'est mon copain. J'ai trouvé ça assez révélateur. Puis j'aime à penser qu'on peut cohabiter finalement avec d'autres êtres. Je mange pas mes copains, c'est ça qu'elle a dit. Elle a dit je mange pas mes copains. Je mange pas mes copains. Et je pense que avec le fait de dire copain, c'est pouvoir considérer qu'on peut cohabiter avec d'autres êtres et on peut trouver des formes de cohabitation qu'on a pu voir par exemple aussi dans d'autres travaux en sciences humaines et sociales avec Baptiste Morisot, avec Vinciane Després, voilà, qui nous interpellent sur cette forme de communication avec d'autres êtres et déjà avec soi-même, avec les autres et puis d'autres êtres qui nous entourent. Donc on a tous, je pense, fait l'expérience d'avoir ce type de relation avec des animaux, notamment domestiques, mais pas que. Donc voilà, c'est intéressant. Moi, j'ai déjà entendu « j'aime ma montagne ». Jolie phrase, en plus, elle l'a dit de voilà, manière très mignonne. Grégory ? Moi, c'est un détail, c'est ce militant d'Extinction Rébellion qui était habillé en vêtements de sport avec une marque de grande distribution, fabriquée sans doute dans des conditions pas du tout écologiques. Et donc, c'est cette relation de notre schizophrénie complète, c'est-à-dire de se penser à la fois de vouloir défendre le monde et de se penser en dehors du monde. C'est pas un jugement moral que je porte, mais c'est exactement cette question de l'invisibilité et de la difficulté à la fois conceptuelle et pratique, et donc de la nécessité de renouveler en fait nos outils à la fois matériels et immatériels pour arrêter cette dichotomie qui est d'ailleurs aux origines ce qui est d'ailleurs aussi des origines de la pensée écologique, hein. La Terre vue du ciel, comme si on était nous-mêmes extérieurs à la Terre, et se remettre à l'intérieur. Et je crois que tout ce dont on a parlé ce soir, ça montre comment on est à un moment où il faut un effort gigantesque de renouvellement des savoirs, des productions artistiques, des imaginaires. Les sociétés humaines l'ont fait à d'autres moments, pensons à la Renaissance. On est devant quelque chose d'aussi important, hein. Quand la Renaissance est basculée dans la perspective, un autre mode de représentation, qu'on a mis en place un autre type de pouvoir avec le pouvoir du prince. Et donc il faut renouveler profondément cela. Et je pense qu'on n'en mesure pas tout à fait l'effet à cause d'une organisation temporelle particulière qui est celle de l'urgence, comme s'il n'y avait pas le temps, mais justement, on est face à un moment où les questions sont si importantes qu'il faut prendre le temps de renouveler les fondements de nos sociétés. Ça fait comme à la Renaissance, d'ailleurs, ce que tu disais sur l'analogie, ça n'a pas seulement nourri la magie, ça a nourri aussi les réflexions de Paracels, l'alchimie et bientôt la médecine quand même. Donc il y a un lien. Par conséquent, l'aboutissement, c'était une science beaucoup plus raisonnable. Merci beaucoup de votre fidélité, de votre écoute et à la prochaine fois. Merci.